on est dans un monde maintenant où, là, on est beaucoup, sur les plateformes numériques. Puis là, il faut que tu accroches les gens tout de suite. Puis ça, je trouve que ça nous pousse à être plus tranchant, plus spectaculaire, plus sensationnaliste. Puis ça, je pense que ça fait en sorte qu'on choisit certains sujets qui sont plus, justement, sexy, polarisants, au détriment de certains enjeux qui seraient vraiment importants d'aborder dans l'espace public, puis qui, en fait, touchent davantage le quotidien des gens. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je reçois une collègue et on va faire quelque chose. Je la connais pas beaucoup, puis on va apprendre à se connaître. Puis avec vous, je vous jure, là, c'est pas stagé. Antonine Iaccarini, salut. Allô Rémi. Bienvenue. Merci de nous recevoir à ton podcast. On fait de la radio ensemble. Oui. T'es à Québec, on est à distance, mais on s'était jamais vu en personne. Non, c'est la première fois qu'on s'est serré la pince, mais on se parle à toutes les semaines, mais par caméra, par écran. On va faire un genre de parcours biographique parce que tu as un parcours quand même très intéressant. Tu as travaillé en politique. Ça va être une drôle de première question, mais il y a beaucoup de gens qui me disent des fois Antonine Iaccarini. Iaccarini. Une italienne, ça, Iaccarini. Puis je dis je vais y demander. Je vais y demander, tu sais. C'est pas banal comme question quand même parce que j'ai une histoire familiale un peu compliquée. Oui, c'est italien, Iaccarini. Mais en italien, il n'y a pas de Y. Donc, c'est ça qui vient un peu mélanger les gens. Puis, je fais exprès de maintenir le flou. Tu sais, dans ma bio, sur X, il est écrit « origine mélangée ». Je garde les choses un peu floues là-dessus. Parce que l'histoire de ma famille, c'est vraiment une histoire d'immigration de génération en génération. Donc, ma famille est d'origine italienne. Mais mélangé aussi avec du Libanais. Ma famille, du côté Iaccarini, a quitté l'Italie plusieurs générations en arrière. Et il y a eu quelques générations qui sont arrivées, qui sont parties vers Malte. Puis après, la famille s'est dirigée vers l'Égypte. Et c'est peu connu qu'il y avait une bonne communauté italienne en Égypte. Il y a eu pas mal d'Italiens en Tunisie, aussi en Éthiopie. C'est pas nécessairement une histoire qui est très connue au Québec. Tu connais Dalida? Bien sûr, les paroles. Bon, alors Dalida, c'est une Italienne d'Égypte, donc c'est ça notre culture, dans le fond, à ma famille, c'est les Italiens qui ont vécu en Égypte. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus tendu. Les Italiens ont vécu pendant longtemps en Égypte en gardant leur culture. Il y avait des écoles italiennes, il y avait des banques italiennes, etc. Quand Nasser est arrivé au pouvoir en Égypte, ça s'est mis à être vraiment plus compliqué pour les Italiens, nationalisation du canal de Suez et tout ce qui s'en est suivi. Donc, la grande majorité des Italiens ont quitté l'Égypte, puis c'est à ce moment-là, qu'au début des années 60, que les Iaccarini sont débarqués au Québec. Puis ma famille parlait français. Mon grand-père avait étudié à l'école française. Donc, il a été très attiré par le Québec et même, ils ont décidé de s'installer à Québec. Ils avaient notamment entendu dire qu'à Montréal, ça parlait davantage en anglais, qu'il y avait une grosse communauté italienne. Ils ne voulaient pas nécessairement se greffer à une communauté. En fait, ils voulaient vraiment s'intégrer au Québec. Ils se sont installés dans la ville de Québec. Fait que toi, tu es née à Québec. Oui, moi, je suis née à Québec. Tu es une fille de Québec. Mon père aussi est né à Québec. Là. On est quand même... C'est ça, parce que les années 60, c'est la naissance de ton père. Là, exactement. Puis, c'est ça. Dans le fond, mon grand-père a décidé de changer la manière d'écrire le nom Iaccarini parce que ça s'écrivait avec un J. Le J était l'équivalent du son de Y. Mais on se faisait beaucoup appeler Jacquarini, ce qui tapait vraiment sur le chou de mon grand-père. Alors, il a décidé de changer et le mettre en phonétique. Donc, des fois, il y a des gens qui pensent que je suis grecque à cause de ça, mais non, nous ne sommes pas grecs. Puis, tu viens d'où à Québec? Je suis née
in the ghetto, dans Saint-Roch. Mes parents m'ont eu assez jeune. Mon père est décédé peu de temps après ma naissance. J'avais 1 an à peu près. Ah ouais. Ma mère est québécoise, La Forêt, famille originaire du Saguenay. Par la suite, on a migré vers le quartier Montcalm. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans le quartier Montcalm, à Québec, rue Cartier. C'était vraiment, c'était mon coin. Puis, j'ai décidé de rester à Québec. C'est drôle, hein, parce que j'avais pas mal d'amis qui partaient vers Montréal. Moi, je me suis barré les pieds assez jeune parce que j'ai eu un enfant, j'avais 22 ans pendant que j'étais à l'université. Puis après ça, je me suis dirigée vers la politique. Puis l'Assemblée nationale est à Québec, donc je suis vraiment enracinée dans ma ville. Je suis vraiment une vraie fille de Québec. Je viens à Montréal presque à toutes les semaines pour travailler. J'adore Montréal aussi. Mais je pense pas que je vais quitter Québec. Vraiment, j'ai des racines très, très profondes dans cette ville-là. 22 ans, fait que ça veut dire ton plus vieux, fait que ça veut dire que tu as quoi, il y a 6 ans à peu près? Bon calcul. T'es bon en maths, toi. Oui. Oui, j'ai un fils adulte maintenant. Des fois, je réalise pas, puis je me dis, il y a erreur, j'ai mal compté. Mais comment, attends, 22 ans, est-ce que tu veux en parler? Parce que Ben oui, avec plaisir. c'est quand même, ça arrive plus, ces affaires-là, on dirait. Là, D'avoir des affaires à 22 ans? Ben, moi, en passant, je regarde pas ça de haut, ou même avec quelconque dégoût. Là. Je pense qu'on manque d'enfants, fait que aussi bien les faire à cet âge-là. Mais Ben moi, j'ai fait ma part, j'ai eu 2 enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prévu? Oui, écoute, là, je vais m'étendre sur le fauteuil pour ma Oui, psychanalyse. vas-y. Là, Il est en toi en 90 degrés. C'est ça. Très franchement, très honnêtement, j'ai pas eu une enfance de tout repos. Il m'est arrivé pas mal de malheurs quand j'étais plus jeune, puis peut-être que c'est malsain, là, puis il y a des psychologues qui pourront m'analyser ou m'écrire un message pour répondre à ça, mais je pense que j'ai eu envie de repartir à autre chose, puis de recréer une famille. Pas parce que je rejette les membres de ma famille en passant, là, je les aime beaucoup quand même, mais j'ai eu cette envie-là de démarrer mon noyau familial très, très jeune. J'avais vraiment l'appel, puis j'avais très envie d'avoir un enfant. J'ai eu mon enfant à l'université, c'était un bonheur absolu. Okay? Moi, j'ai fait mon bac en 4 ans plutôt qu'en 3 ans. J'avais tous mes étés avec mon garçon. Je pouvais faire mon horaire de manière à être très présente. C'est sûr que j'ai fait moins le party à l'université que la moyenne des ours. Mais c'est vraiment des belles années. J'étais pas très riche, puis je pense pas que mon fils s'en ait rendu compte. Mais non. On était juste bien, puis on l'amenait partout, on l'amenait en voyage, on l'amenait au resto. C'était le seul enfant de la gang pendant un petit bout de temps, avec les amis. Fait que j'avais plein d'amis qui gardaient. Ça a été vraiment un vrai bonheur. Puis j'ai eu un autre enfant 11 ans plus tard. Donc là, plus dans des âges standards, dans la trentaine, raisonnable. Puis c'était un autre contexte complètement, tu sais. On avait un autre train de vie. Mais là, je travaillais, c'était différent. Mes amis avaient leurs propres enfants, etc. Donc, j'ai comme vraiment vécu deux parentalités un peu différentes. Puis, c'est la plus belle chose de la vie, c'est d'avoir eu mes enfants. C'est ma priorité absolue. À travers ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mes enfants, c'est ma fierté, je les adore. Puis quand tu as un enfant à 22 ans, puis qu'il y a 2 ans, puis tu en as 24, puis qu'il y a 4 ans, puis tu en as 28, ouais. Le rapport est vraiment différent que lorsque tu as 33, puis il y a un, puis là, tu as 33, il y a 3. Là, tu vois, je suis vraiment bon en maths en plus. Oui, puis là, tu essaies de... En fait, tu passes par plein d'étapes pour dire que mon deuxième enfant, je l'ai eu, puis là, j'étais vieille, tu sais. Non, c'est pas ça. J'étais plus fatiguée. Non, tu vois, je suis pas plus franc que ça. Je te le dirai en pleine face. Non, mais c'est que... Tu sais, on est jeune, puis l'enfant est jeune, mais est-ce que c'est le rapport entre l'enfant et le parent est vraiment plus... C'est-tu plus ton ami? Parce que pas aujourd'hui, ouais. Mais à l'époque? C'est une bonne question, mais je te dirais que mon approche de la parentalité, c'est pas d'être amie avec mon enfant, là. C'est pas comme ça, moi, que j'aborde ma relation avec mes fils. J'aime ça passer du temps avec eux, mais on n'est pas amis, puis des fois, tu vas m'haïr parce que des fois, c'est non. Puis, parce que je suis ta mère. Parce que je suis ta mère, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Non, pas du tout. Je te dirais que la différence, c'est au niveau de la fatigue. T'sais. Quand tu es dans la trentaine, tu es plus avancé dans ta carrière. Les nuits blanches, tu les trouves un petit peu plus difficiles qu'à 22 ans. Ben oui, c'est sûr. Puis, mais moi, en tout cas, bref, ça a été deux expériences extraordinaires, très différentes. C'est sûr, je me suis pas rendu ça facile parce que, tu sais, quand j'ai eu mon premier enfant, je savais pas si j'allais en avoir un deuxième.
je me disais, hey, quand je vais avoir 40 ans, il va avoir 18. Ben oui. Puis tu sais, 40 ans de nos jours, là, c'est comme le nouveau... It's the new 30. C'est ça. Fait que là, je me disais, hey, je vais être libre, puis là, je vais être au pic de ma carrière, puis ça va être super. Puis là, finalement, j'ai un autre enfant. Fait que, tu sais, je suis maman là, pendant une longue période de temps, puis il me reste encore plusieurs années avant que mon plus jeune soit adulte. Donc, c'est ça. Être mère, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Mais 40 ans, c'est tellement le nouveau 30 ans que moi, je raconte toujours cette histoire-là. Quand j'ai eu 30 ans, mon père, il me dit, Rémi, c'est la dernière soirée où tu peux dire hier encore j'avais 20 ans parce que dans la chanson de Charles Aznavour, c'est pas 20 ans, c'est la vingtaine là, finalement quand tu l'écoutes jusqu'au bout. Et ça m'a tellement marqué ça que quand je suis allé lire sur l'écriture de Hier encore, je me suis rendu compte que c'est une chanson qui avait été écrite dans les années 60, à l'époque où l'espérance de vie des hommes était à peu près de 67 ans en France. Exact. Donc aujourd'hui, avoir 40 ans, c'est vraiment avoir 30 ans. 30 ans, c'est avoir 20 ans. Merci de m'encourager. 20 J'apprécie. ans. Non, mais c'est historique. Moi, honnêtement, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, puis peut-être plus particulièrement les femmes, qui trouvent ça bien épouvantable d'avoir 40 ans. Là. Moi, je m'en fous complètement. Je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Puis ça marque, c'est très profond dans ma personnalité, c'est que, étant donné que mon enfance a été un peu plus difficile, j'ai toujours eu l'impression d'améliorer mon sort. Donc, je suis une personne optimiste face à l'avenir. Je n'ai pas le regard beaucoup tourné vers le passé. Donc, tu sais, d'être bien nostalgique là, de quand j'avais 20 ans, là, pas en tout. Oui, mais ça, c'est oui. Mais c'est quand tu dis difficile, c'est parce que tu n'avais pas ton papa? Bien, c'est ça. Mon père est décédé quand j'étais très jeune. Ma mère, ça a été très, très difficile pour elle. Elle a vraiment fait son possible, mais ça a été pas évident. Je t'envoie ça tout en bloc. C'est tout ce qu'on appelle du trauma dumping. Je veux pas... mais vas-y, j'ai un diplôme faire là-dedans. du trauma dumping. J'ai un petit frère, un demi-frère, qui on dit plus ça maintenant, mais le syndrome d'Asperger, là, on dit l'autisme, mais juste je trouve que, même si c'est un terme qui a été un peu annulé, ça explique un petit peu plus quel genre de problématique. Mon frère a vraiment été rock'n'roll. Ma mère, ça a été vraiment, vraiment difficile pour elle. Puis j'ai perdu beaucoup de monde autour de moi. Il y a eu beaucoup de décès quand j'étais jeune. Je pensais que c'était la vie normale, mais après, quand je suis devenue adulte, on dirait que ça arrive là, qu'il y a des gens qui décèdent, puis c'est difficile, mais on a eu vraiment une concentration de ce que j'appelle, moi, les 7 plaies d'Égypte. Là. Il y a eu beaucoup de malheurs, un après l'autre. Donc, puis, tu sais, là, je continue mon trauma dumping, là, tu me pardonneras, mais j'en ai déjà parlé publiquement, mais j'ai été victime d'agression sexuelle aussi quand j'étais jeune par un inconnu complètement qui est venu dormir chez moi, que mes parents avaient hébergé, parce que c'était l'ami d'un ami. Puis, t'avais quel âge? J'avais 8 ans. L'âge que mon fils a maintenant. Donc, le deuxième. Ça a été, tu sais, c'est ça. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui vivent ces choses-là aussi, là, mais ça fait en sorte, tout ça, que mon regard s'est toujours plus porté vers l'avenir. Pas parce que je suis pas capable d'affronter les choses du passé, pas du tout. Puis j'ai réglé beaucoup de choses dans ma vie par rapport à ça. Puis j'ai fait la paix avec tout ça. Mais ça a vraiment fait cet effet-là, c'est que je trouve que mon sort s'améliore toujours. Puis moi, je trouve que la vie est courte, là, fait que je veux être heureuse dans la vie. Puis là, tu vois, maintenant que je suis rendue dans ma quarantaine, je continue la psychanalyse avec toi, j'essaie que mon regard soit moins porté vers l'avenir toujours, puis vraiment plus sur le moment présent, parce qu'il semblerait que c'est une des sources du bonheur, de pas juste toujours regarder ce qui s'en vient, mais de profiter de ce qu'on a maintenant. Puis c'est vraiment au centre de mon approche par rapport à la vie. Là. Comment tu fais? Pour avoir le regard plus sur le présent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent puis qui se demandent comment faire. C'est la résolution qui se donne à chaque année avec faire du sport puis lire. Mais il y a ça, puis ça, c'est la plus difficile des trois, je pense, à accomplir. Je pense qu'une des clés, puis là, je veux pas, je suis pas coach de vie, puis tout le monde a sa réalité. Mais moi, vraiment, de prendre le temps d'être reconnaissante pour ce que j'ai maintenant, ça fait vraiment psychopop. Ça fonctionne. Tu sais, on dit des fois la blague, tu sais, quand on est malade, puis après ça, on n'est plus malade, on se dit, hey, je me rendais pas compte comment j'étais bien quand j'étais pas malade, puis on le réalise pas. Bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir les yeux tournés vers ce qu'on a. J'essaie de me rappeler aussi, tu sais, je me dis, si la personne de 20 ans, l'Antonine de 20 ans, voyait où est-ce que je suis rendue maintenant, puis qu'est-ce que j'ai, honnêtement, elle serait vraiment impressionnée, fière,
elle regarderait l'avenir en se disant « Wow, c'est ça qui m'attend, c'est super », tu sais. Mais pourtant, on a souvent toujours le regard porté vers « Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? J'ai pas ça. Ah, il m'arrive ça. » Tu sais, c'est vraiment ce travail-là. Puis là, je suis vraiment quarantenaire, OK? Je tripe sur des affaires qui m'ancrent dans le présent, genre le jardinage. Oh! Et une autre chose, ma crise de la quarantaine se concrétise autour d'un drôle de passe-temps que j'ai décidé de... d'un drôle de passe-temps, plein de gens qui vont trouver ça super normal. Je veux commencer à chasser. OK? Moi, je viens d'une famille d'un télo, là. Gibier? Ben là, je vais commencer avec le petit, là. Plus difficile à pogner, par contre. Oui, mais là, attends, on fait les affaires dans l'ordre. Parce que moi, mes parents faisaient ni chasse, ni pêche, ni plein air, ni rien, là. Et j'ai décidé de m'investir là-dedans. Donc là, présentement, je lis beaucoup. J'ai fait mon permis de possession et de maniement d'armes à feu. Je suis en train de m'équiper. Et ce printemps, là, j'ai des amis qui chassent, qui m'ont promis de m'amener. Donc, je vis vraiment ma crise de la quarantaine d'une drôle de façon. Et puis, je me suis rendu compte, en parlant avec des gens autour de moi, que je ne suis pas la seule. Des citadins qui se lancent dans cette aventure-là. Donc, tout ça, ça manque vraiment dans le présent. Tu sais, je sais pas, est-ce que tu as déjà pêché ou chassé? Non, mais ça me tente de plus en plus. Puis c'est sûr que c'est, je pense, l'une des affaires qui te connecte le plus avec le moment présent. Parce que tu es dans la nature, tu es dans l'attente. Puis c'est difficile de penser à son passé quand tu es en train d'attendre après une bête. Oui, parce que tu as un objectif. Ben oui, c'est ça. Puis le temps n'existe plus. Oui, exactement. Puis moi, j'ai jamais chassé encore, mais j'ai pêché pas mal dans ma vie. Puis les heures passent tellement rapidement, puis ça amène vraiment une sensation de bien-être. Là, tout ça, ça peut sembler rigolo, là, parce que tu dis... Non. Écoute, c'est pas rigolo. Ben, franchement, c'est pas rigolo pantoute. Écoute, quand je dis aux gens qui me connaissent que je suis en train de faire ce processus-là, là, les gens tombent des nues. Parce que ça te ressemble pas? Ben, je pense qu'il y a un petit peu de stéréotype de genre. C'est vrai que tu as un air un peu sérieux. Tu as quelque chose. Tu as une posture. Ben, les gens me trouvent fancy. Mettons, moi, le camping, là, ça m'intéresse pas. OK? Ah, OK, ben là, c'est bon. Je trouve ça inconfortable. Moi, dormir dans une tente puis me réveiller à 4 heures du matin parce que le soleil s'est levé puis j'ai chaud puis c'est humide puis qu'il y a des animaux qui grattent sur ma tente, ça m'intéresse pas. Donc, mais la chasse, oui. Oui. Oui, ça tient debout. Je vais rentrer me coucher chez nous puis demain matin, je vais boire un bon espresso en me levant. Ah. Tu comprends? Okay, oui, j'aime mon confort. Mais c'est cohérent, au moins, Antonine. Tout ça est cohérent. Québec, je savais que tu habitais à Québec. Je savais pas que tu venais de Québec. Et là, maintenant que tu le dis, là, ça devient soudainement encore plus intéressant. Parce que Québec, c'est... Moi, je le dis souvent, j'en parlais hier avec quelqu'un, c'est un univers de pensée, Québec. C'est pas juste une place où on habite qui est à 3 heures de Montréal. Non. Québec, il y a une façon de penser à Québec. Moi, j'ai travaillé à Radio X, j'ai habité 2 ans à Québec, je sais de quoi je parle. Là. Et c'est pas juste on est en colère contre Montréal. Ça, non, pas du tout. Ça serait trop court. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui pensent ça. Oui, ils pensent qu'on passe notre vie à penser à Montréal puis à haïr Montréal. Non. Mais c'est pas ça. C'est quoi, alors, Québec? Québec, premièrement, c'est un joyau. OK? C'est une ville qui est magnifique. C'est une ville qui est chargée d'histoire. Je trouve qu'on la met pas toujours assez de l'avant. Moi, je voudrais là, qu'à Québec, à chaque coin de rue, là, on mette en valeur cette histoire-là. Tu sais, ça peut sembler cliché, là, mais c'est le berceau de l'Amérique française. Tu sais, on n'a pas une histoire qui est très longue là, en Amérique du Nord. C'est là que tout a commencé. Je trouve qu'on ne le met pas toujours en valeur, mais c'est magnifique. Deuxièmement, à Québec, moi, mon sentiment, c'est que comme citoyen, on sent qu'on a un impact dans notre communauté. Moi, il y a quelque chose qui me frappe quand je viens à Montréal. J'aime Montréal, mais il y a des choses que je n'aime pas. Puis notamment que j'ai l'impression des fois, tu sais, par exemple, les déchets qui traînent sur le sol. Bon, là, je vais vraiment faire fille de Québec, là, mais je ne comprends pas qu'on accepte ça comme communauté. Que je me promène dans les quartiers le jour des vidanges, il y a des vidanges étendues sur les trottoirs. Puis là, les gens vont dire, c'est même pas vrai, c'est rare. Non, c'est pas rare. Okay? Il y a des vidanges partout. À Québec, si tu as une maison, un bloc appartement, un commerce, puis que tu as des déchets devant chez vous sur le trottoir, même si c'est pas ton trottoir, tu vas les ramasser. Pour vrai? Ben oui. Pour moi,
je ne comprends pas, quand je me promène dans les rues, que devant le bureau du client chez qui je vais aller ou peu importe, il y ait un chandail en moton et foiré à terre avec 2 vieux cafés qui traînent à terre. J'ai le goût de les ramasser. Puis je me dis, ben là, je peux pas comme venir à Montréal faire le ménage de toute la ville. À Québec, je dis pas qu'il n'y a pas de déchets des fois à terre, là, mais c'est comme si on se sent concerné. C'est comme si on se sent un peu propriétaire de la ville. J'ai un sentiment que, quand je suis à Québec, que la ville m'appartient un peu, que je suis copropriétaire. L'autre élément à Québec qui est extraordinaire, à mon avis, c'est que c'est la qualité de vie. Puis, je pense que les gens la prennent un peu pour acquise des fois, mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment protéger, la qualité de vie. Tu sais, quand il y a des gens qui pensent qu'on se met toujours en compétition avec Montréal ou qu'on voudrait avoir une croissance, là, puis devenir la 2e métropole au Québec, peut-être qu'il y en a qui veulent ça. Moi, je peux dire que pour moi, c'est une idée qui est inquiétante. On ne veut pas être une 2e métropole. Québec, c'est une capitale. C'est une ville qui est plus petite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de croissance économique et tout ça, mais il faut préserver cette qualité de vie-là. Puis il ne faut pas essayer de devenir une 2e métropole. Mais ce que tu dis est essentiel parce que je pense que c'est dans la tête de beaucoup de gens à Québec, effectivement. C'est un souci. Il y a des gens qui disent on est bien, puis on aimerait ça que ça reste de même. Alors qu'à Montréal, c'est assez rare de rencontrer des Montréalais qui en ont la conscience. Moi, j'habite à Montréal, je viens de Montréal. Quand tu parles avec des Montréalais, souvent, tu leur dis, tu sais, on est en train de devenir beaucoup, peut-être même trop. Peut-être qu'on était bien 2 millions puis qu'on n'a pas besoin d'être Toronto, mais c'est rare des gens qui disent « t'as raison » puis ça devrait être un programme politique, puis il y a quelqu'un qui devrait le dire en campagne électorale ou municipale que il faut protéger l'art de vivre. Mais Québec, même si c'est pas une ville sur le plan culturel qui égale Montréal, il y a quand même un art de vivre qui est dans le cœur de tous les citoyens ou presque. Je dirais que Québec a un défaut, par contre. Il y a toujours 2 côtés à la médaille. Puis ça, par rapport à Montréal, c'est plus une faiblesse. C'est que même si on est un peu plus petit, qu'on se comporte plus comme une capitale que comme une métropole, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes à Québec. Il ne faut pas qu'ils fassent de bruit, il ne faut pas qu'ils dérangent, il faut pas que... Ça, il y a la Grande Allée. Il y a la Grande Allée. Puis j'ai beaucoup de souvenirs sur Grande Allée, d'ailleurs, qui m'habitent parce que, justement, moi, j'habitais dans le quartier. Là, puis moi, repartir de Grande Allée à pied, enlever mes talons hauts puis marcher nu-pied sur les trottoirs à Québec. Tu as déjà été cette fille-là? Ah, bien là, certainement, oui. À qui les gars essayaient d'offrir du feu ou oui, une petite cigarette. Oui. Absolument. Mais je trouve que c'est ça, on est un peu pépère, puis c'est correct, mais il faut qu'il y ait des endroits pour que la jeunesse puisse vivre puis faire du bruit. Là. Ça, c'est, mettons, que je devais ajouter une qualité que Québec n'a pas, je dirais celle-là. Mais c'est vraiment une ville qui est extraordinaire. Puis élever des enfants à Québec, c'est un grand bonheur. Là. C'est une ville qui est extrêmement sécuritaire aussi. Là. Puis Montréal est assez sécuritaire aussi, mais Québec, c'est dur à battre, je dirais. Bien, il y a quelque chose aussi dans l'esprit politique des gens de Québec. J'ai l'impression qu'ils sont moins dans la théorie. Ah, plus concret peut-être? Oui. Tu sais, des fois, moi, je faisais de la radio, j'en fais encore à Québec, puis tu sais, des fois, je leur parle de l'indépendance. Puis là, je leur dis, les Québécois, on va se donner un coup de pied dans le cul, puis c'est le coup de pied dans le cul qu'on a besoin. Puis là, la réponse est, mais comment ça, on va se donner un coup de pied? Collectivement, on va se donner un coup de pied dans le cul. Qu'est-ce que ça veut dire? Les individus peuvent se donner un coup de pied dans le cul, mais la société... Puis là, je me dis, personne n'a raison ici. C'est une autre façon de voir la vie. Peut-être que c'est plus romantique à Montréal, tu sais, avec le côté très culturel qu'on a, tu sais, le plateau Mont-Royal avec ses artistes, ça rentre dans la tête du monde. Il n'y a pas de... C'est pas mieux ou moins bon. Non, c'est juste différent. Mais tu sais, à Québec, c'est très cartésien quand même. Une chance qu'ils existent parce que des fois, tu sais, je me demande... Ça prend de tout pour faire un monde quand même. Oui, ça prend de tout. Je sais pas si tu es déjà allé en Allemagne, mais ça me fait penser un peu à Berlin versus Munich. OK. T'sais, Berlin, c'est la ville, culturellement, c'est foisonnant. Puis Munich, c'est un petit peu plus dull. C'est propre, puis c'est droit, là, puis les buildings sont en carré, puis ça botte un petit peu plus à droite. Puis, donc, on est différents, puis on a chacun nos qualités. Moi, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi tu ne viens pas à Montréal, tu es tout le temps rendu à Montréal, tu travaillerais davantage à Montréal. Honnêtement, aucun intérêt. C'est comme, je préfère faire l'aller-retour, venir à Montréal, prendre ma petite dose, puis quand on me parle du foisonnement culturel, puis là, il y a plus de festivals, puis il y a plus de bars, puis il y a plus de spectacles. Honnêtement, je n'ai pas le temps d'aller voir 6 spectacles par semaine. Là.
Je veux dire, je suis capable d'aller voir une pièce de théâtre par mois, un spectacle par-ci, par-là, mais il y a comme une surabondance dont moi, j'ai pas besoin. Tu sais, c'est sûr que avant d'avoir des enfants, puis quand tu es dans la vingtaine et tout ça, je pense que c'est quand même plus drôle d'habiter à Montréal. Mais encore là, tu sais, vivre sa jeunesse à Québec, c'est pouvoir... tu sais, il y a certains lieux qui sont mythiques à Québec. Tout le monde se donne un peu rendez-vous dans les mêmes endroits. C'est très... tu sais, on a un petit peu un petit village, là. Fait que tu finis par avoir un peu tes spots, puis tu rentres chez toi le soir. Tu sais, moi, comme fille, rentrer toute seule à pied d'un bar puis me rendre jusqu'à chez nous, là, tu te sens quand même en confiance. Oui. Puis c'est sûr que quand tu voyages... Honnêtement, Montréal, c'est quand même très sécuritaire. Mais quand tu voyages, tu te rends compte du privilège qu'on a. Oui, c'est sûr. Comme fille, ailleurs dans le monde, tu as des moments où tu te dis « Ouais, OK, je suis en danger, là, tu sais. » Mais Québec, c'est quand même le fun. Moi, j'ai fait mon cégep là-bas, puis T'as eu du fun? Puis les filles sont cute. Il paraît, oui. Ah oui, les Mais filles sont cute à Québec. Tu connais la théorie historique à propos de pourquoi les filles sont plus belles à Québec? Ben voyons donc. Tu vas m'apprendre ça, puis ça, c'est mon genre de théorie en plus, là. Je te dis, c'est une théorie, fait que Oui. je dis pas qu'elle est vraie, là. Mais quand les filles du roi sont arrivées, OK. ben ils partaient de l'Est vers l'Ouest, Oui. puis ils se faisaient choisir. Donc, Québec a eu le premier choix. Puis Montréal. C'est ça. Puis ma mère disait qu'à Québec, il y a beaucoup de côtes, fait que vous avez du mollet. Il paraîtrait aussi. Ah, ben c'est bon, ça. OK. Ah, ben, si mais en même temps, on est tout le refaire... temps dans nos chars à Québec, fait que ça n'a pas rapport. C'est ça. Hey, comment la politique est venue à toi ou comment tu t'en es venu à la politique? Qui a choisi qui? Qui a choisi qui? J'ai pas de réponse à ça. En fait, je viens d'une famille vraiment politique. Okay? Donc, du côté de mon père, famille européenne, méditerranéenne, chez nous, là, des débats politiques à table, là, c'était pas de la chicane, c'était juste un mardi soir. Là, mon grand-père, Edmond, était un homme d'une grande, grande culture et un homme profondément gentil. Okay? Donc, on avait 7-8 ans, là, puis on se faisait dire « Toi, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Palestine? » Puis là, on discutait de ça, puis il n'y a personne qui disait que ce que tu disais, c'était fou. T'sais. On encourageait la discussion. Puis après ça aussi, dans ma famille, on n'était pas beaucoup d'enfants. T'sais. Tout le monde avait comme un enfant. Là. Il y avait comme un enfant par 10 ans qui apparaissait dans la famille. Puis là, c'était l'enfant. Puis il y avait tous les cadeaux de Noël. Oui, exactement. Donc, on était entourés d'adultes qui parlaient de politique. Beaucoup de politique internationale, mais quand même politique locale aussi. Puis du côté de chez ma mère, famille québécoise, pure laine, ça suivait l'actualité. C'était pas des gens qui étaient allés à l'université beaucoup, qui étaient nécessairement des intellos, mais se tenaient très, très informés, puis il y avait des discussions politiques à table. C'est sûr qu'on a un petit peu ça dans notre culture au Québec, là, un petit peu plus peur de la chicane, il fallait pas trop que ça brasse, mais il y avait des discussions. Donc, ça a toujours fait partie de mon environnement. Quand j'étais adolescente, là, ça ne m'intéressait pas du tout. Mes parents me tapaient ses nerfs. Ma mère s'est reconjointe de fétiser. Puis j'ai eu mon demi-frère qui est arrivé dans ma vie. Le chum de ma mère était très, très politique aussi. C'est un Français, donc aussi là, les discussions à table et tout ça. Donc, je baignais là-dedans. Adolescente, aucunement, même pas impliquée un peu, là, présidence de classe. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de sortir avec mes amis et tout ça. Puis, après, écoute, c'est revenu quand je suis... quand j'étais allée au cégep, on faisait des débats, j'étais comme plus gauchiste un peu, écologiste. On avait eu le Sommet des Amériques à Québec en 2001, là, puis c'était un événement bien marquant là, dans nos vies. Puis après, je me suis inscrite à l'université. J'ai niaisé un peu avant de m'inscrire à l'université. Là. J'avais d'autres projets. Là. Je voulais partir en Europe. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Moi puis mon chum, on s'est laissés, etc. Puis je me suis inscrite à l'université, puis j'étais déjà enceinte. Je voulais faire mon droit. Puis j'avais pas fini mon cégep. Donc, on me dit, inscris-toi dans un autre programme en sciences sociales, puis après, des bonnes notes, puis après, fais ta demande en droit. Je suis rentrée comme ça en sciences politiques. Puis j'ai été hooked. Je me disais, impossible que je finisse pas mon bac. J'ai adoré ça. Happé, là, wow, comme ça. Là. Mais c'était comme du bonbon pour moi. C'était même pas du travail. Puis j'ai fini mon bac avec mention. Puis tu sais, moi, j'étais pas très bonne à l'école quand j'étais plus jeune. Tu sais, je suis arrivée à la maternelle, je savais déjà lire. Puis j'ai l'impression que ça m'a rendue paresseuse.
J'ai fait mon primaire puis mon secondaire, genre avec moyenne de 70-75 %. Quand quelque chose ne m'intéressait pas, je le faisais pas. Mais là, je suis arrivée à l'université, là, puis j'ai trouvé ma passion. Puis c'était, j'ai envie de dire facile, mais ça me donnait le goût de travailler. Fait que, tu sais, je me suis pas assise sur la facilité. J'ai travaillé super fort. J'étais très, très passionnée. Quand j'ai fini mon bac, là, je me suis dit, je vais faire une maîtrise. Là, échec complet. Là, j'ai détesté ça. C'était trop d'un nuage pour moi. Fait que là, je me suis dirigée vers le marché du travail. C'est que tu l'as lâché. Oui. Parfait. Puis j'étais bien complexée par ça pendant longtemps. Tu sais, t'es entourée de monde à l'université, puis là, tout le monde s'en va faire des maîtrises. Ouais. Puis là, je me dis, tu sais... Puis finalement, je peux pas dire que ça m'a manqué aucune fois dans ma vie de pas avoir de maîtrise. Puis j'ai commencé à travailler. Mon premier emploi, quand je suis sortie de l'université, je travaillais à l'Association québécoise de prévention du suicide. J'avais une amie qui travaillait là. Elle dit, on cherche quelqu'un chargé de projet pour organiser le congrès. Ça te tente-tu, blablabla. Ah ouais, c'est cool, tu sais. Fait que je rentre là. Le directeur général de la QPS, c'était un certain Bruno Marchand. Ça te dit peut-être quelque chose? Oui. C'est pas le maire de Québec? Oui, il est devenu maire. Puis pour l'anecdote, Bruno, c'était aussi... mon surveillant à l'école secondaire. Il était surveillant de corridor, oui. Tu sais, quand je te dis qu'on est un peu village à Québec, là. Dans la cour, là? Oui, dans le corridor, là, tu sais, qui nous avertit son cours, là. C'est vraiment drôle, ça. Oui. Puis qu'il fallait enlever nos casquettes. J'allais dans un collège, là, puis on n'avait pas le droit de mettre des chapeaux par déférence pour l'institution. Donc, Bruno était mon patron. Puis, il y avait un autre collègue qui travaillait là, qui s'appelle toujours Luc Massicotte. Puis, on écoutait, on était bien passionnés, bon, on était très passionnés de politique, mais on écoutait la série de West Wing. Puis on était là, comme bien investis de la série de West Wing. Puis c'est là que je me suis dit, je veux faire de la politique. Tu sais, quand j'étais à l'université, j'étudiais la science politique, mais je n'étais pas nécessairement pour faire de la politique. Et il y avait C.J. Craig, qui était l'attaché de presse du président. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vais être C.J. Craig. Donc, là, on est rendu 2011-2012. 2011 plus que 2012, là, parce que... là, il y avait la crise au PQ, là, à ce moment-là. Puis on était comme en fin de régime. Puis là, après ça, 2012, arrive la crise étudiante. Ouais. C'était ça bougeait. Puis là, les plaques tectoniques bougeaient beaucoup. Puis là, j'ai décidé de m'impliquer au PQ. C'est quoi que tu as fait pour... Vas-y, là, détail. Là. Donc, es-tu membre à l'époque? Là, tu deviens membre. Et là, tu t'impliques quoi dans une genre de circonscription pour aider un candidat Oui. Okay. Je me suis mis vraiment... C'est comme la chasse, là. Genre, je partais de zéro. Puis là, j'ai pris ma carte de membre. J'ai commencé à aller dans des événements. Il y avait des événements à Québec. Puis vu qu'on était en préélection, puis qu'à cette époque-là, le premier ministre pouvait déclencher n'importe quand, là, fait qu'on était toujours un peu aux aguets, il y avait beaucoup, beaucoup d'événements à Québec. Puis là, je me suis mis à aller là. Tu sais, genre, t'arrives tout seul, là, puis t'as comme 20... Je sais pas, j'étais rendue à 25 ans, mettons. Puis là, j'arrivais dans des événements, là, puis là, je serrais la main des gens, puis je disais que je voulais m'impliquer. Puis je suis devenue... j'ai contacté l'exécutif de ma circonscription. C'était quoi? Jean Talon. OK, mais je te laisse à l'aise parce qu'après, je vais peut-être te surprendre avec quelque chose. Mais vas-y, vas-y. OK. On va trouver des liens. Un lien quand même pas pire. Vas-y, vas-y. Donc, j'ai offert mes services, puis on s'est entendu que je serais l'attaché de presse du candidat du PQ dans Jean Talon. Alors là je réalisais un rêve. Il s'appelait Neko Likongo. Et Jean Talon, faut comprendre, pour le PQ à Québec, c'est que c'est une circonscription que le PQ avait jamais eue avant 2023, très récemment. Et le PQ avait essayé là, de l'avoir, cette circonscription-là. Il avait présenté plusieurs candidatures quand même d'envergure au fil du temps, notamment Véronique Yvon dans le cadre d'une partielle, si je me rappelle bien. Donc, on avait espoir. Là, on y croyait là, qu'on allait battre Yves Bolduc dans Jean Talon. On ne l'a pas battu. Non. C'est ça. Ouais. C'est parce que moi, à l'époque, j'étudie à Garneau, au cégep, et j'aide Agnès Maltais dans Tachereau comme militant. Ah, mais là, on s'est sûrement croisés. Ben, c'est sûr qu'on s'est croisés parce que moi, je découvrais la politique, puis je faisais du téléphone, je l'accompagnais. Ben, OK. Est-ce que tu te rappelles d'un spectacle de Michel Louvain pendant la campagne électorale? Non, malheureusement. Okay. Parce qu'on faisait des activités souvent avec Agnès. Agnès était
la seule députée Oui, de la Natasha région. ouais. Bon, à part Mme Marois qui était dans Charlevoix, mais on s'entend, on l'a pas vu. Bon, on l'a vu quelques fois, là, mais on n'allait pas au spectacle de Michel Louvain. Puis je me rappelle de certaines activités avec Agnès Maltais. Puis est-ce que tu étais là le soir de l'élection ou tu étais à Montréal? J'étais à Québec. Donc, OK, hey, ouais. là, ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que moi, ça m'a beaucoup marqué, cette soirée-là. Évidemment, il y avait l'attentat à Montréal. Puis on écoutait ça, on était dans le local d'Agnès, on s'était tous réunis là au fur et à mesure de la soirée quand on apprenait qu'on perdait, là, dans le fond, dans nos circonscriptions respectives. Puis, Ben, j'étais là, moi, ça veut dire. Ben, c'est ça. J'étais Fait dans le qu'on même était- local que toi. Est-ce que tu te rappelles qu'on avait une petite TV, là, tu sais, c'était Ouais, pas... ouais. Puis qu'à un moment donné, il y a comme un bénévole qui s'est mis à la taponner pour monter le son, puis que la télé a fermé Oui. pendant Eh ben là, l'attentat, là. oh mon Dieu. Puis là, tout le monde a crié dans le local. Hey! Puis ça a été vraiment une soirée en queue de poisson, cette affaire-là. Tu sais, je me rappelle de repartir du local, je ne sais pas à quelle heure. Il s'était mis à pleuvoir un peu. On allait former le gouvernement, mais on était minoritaire, c'était décevant. Puis il y avait un fou qui était rentré pour aller tuer du souverainiste. Moi, je me rappelle 2-3 jours avant l'élection, Pauline Marois est venue faire un événement à Québec. Elle fait un genre de discours devant des militants, il y a des journalistes. Et moi, j'ai 17 ou 18 ans. Là. Puis, à l'époque, je m'habille, je mets toujours un genre de coton ouaté noir avec un capuchon. Okay. Je sais pas, je me cherche, là, puis j'ai l'air d'M&M, là, tu sais. Les cheveux très rasés en plus, ouais. Et je suis au fond de la salle, donc on est 3-4 jours avant l'élection, et je suis un militant, puis j'ai les bras croisés comme ça, puis je décide que je veux m'avancer, tu sais, de la scène où elle parle, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce d'armoire à glace qui se met dans ma face puis qui me dit « OK, c'est bon, on l'a. T'avances pas, toi. Tu restes ici. C'est bon, on l'a. » Et là, moi, je comprends rien. Jusqu'à ce qu'il y ait un des responsables de la campagne d'Agnès Maltais qui me reconnaisse puis qui dit « Non, il est avec nous. Et moi, le visage du monsieur, c'est toujours ça. Moi, si je te vois une fois, je vais me rappeler de toi toute ta vie. Je vais peut-être oublier ton nom, mais pas ton visage. Le soir où elle a été sortie de scène, Pauline Marois, c'est le monsieur qui la prend par la gauche parce que c'est devenu son garde du corps, finalement. Mm-hmm. Donc, le monsieur, c'est un très, très bon agent de sécurité parce qu'il pensait que j'étais un... Tu vois un gars avec une capuche qui s'approche de la prochaine première ministre, tu prends pas de chance. Mais c'est donc le monsieur. Je l'ai vu à la télé, je dis « Ah, mon Dieu, il est rendu là, lui, il est rendu une big shot. » Tu l'as reconnu. Oui, puis cette campagne-là, je me rappelle aussi, une fois, Mme Maltais s'était fait attaquer dans la rue. On était dans Saint-Roch, pas loin de Naples. Puis il y a un gars qui a sauté dessus en criant, là, une histoire de fou. Nos élus sont quand même... cette soirée-là d'octobre, où Richard Henry Bain est rentré au Métropolis, c'est un petit peu la fin de l'innocence. Il y avait déjà eu, évidemment, ce qui s'était passé là, à l'Assemblée nationale avec le caporal Lortie qui avait fait un premier resserrement de sécurité. Puis après ça, après cette élection-là, moi, honnêtement, moi, j'étais pas là, j'ai plein d'amis qui étaient là ce soir-là. Moi, je regarde là, les gens dans une salle maintenant. Là, je regarde sont où les sorties de secours. Je pense que c'était un peu la fin de l'innocence. Ouais. Puis cet événement-là, quand on est arrivé au gouvernement, moi, je suis rentrée dans un cabinet politique, puis Mme Marois ne voulait pas trop parler de ça. Tu sais, ça a été comme un peu balayé sous le tapis assez rapidement. Elle ne voulait pas que ça la définisse, qu'on parle juste de ça. Puis pourtant, je trouve que c'est un événement important qu'on aurait peut-être dû un peu plus aborder. Bien, Antonine, Richard Henry Bain, 14 ans plus tard, il est encore en prison. Mm-hmm. Il n'a pas été jugé non criminellement, non responsable sur le plan criminel. C'est pas un fou. Sinon, il serait à Pinel. Ouais. Je rappelle quand même toujours aux gens, même si ça les dérange, ça les rend mal à l'aise, qu'il a crié lorsqu'il a été arrêté. Les Anglais son réveil, il voulait dire les Anglais se réveillent. Est-ce qu'il incarnait un sentiment dominant dans la communauté anglophone? Je ne peux pas dire ça, je n'ai pas d'indices qui me permettent de dire ça, mais on a hésité en tout cas à dire que c'était un attentat terroriste, parce que c'en était un. Un attentat, le terrorisme, normalement, là, c'est une attaque faite au nom d'une idéologie, faite au nom d'un projet politique. Le gars, ça a été statué qu'il avait toute sa tête, sinon il serait à Pinel, on connaît notre système de justice. Il est encore en prison. Aujourd'hui, quand arrivent les commémorations,
y a à peu près personne qui veut en parler. C'est très subtil, le Oui, rappel qu'on en fait. puis on nomme pas les choses avec les vrais mots, tu as raison, mais je pense qu'on a un petit peu créé ça parce que c'est dès le départ qu'on aurait dû... Puis sans l'instrumentaliser, là, puis... tu sais, moi, je respecte Mme Marois pour ça, parce qu'elle voulait pas... Non. puis elle aurait pu augmenter sa popularité comme ça, puis Bien sûr. elle ne l'a pas fait. Mais de la manière dont on l'a traité dès le départ, je trouve que ça a créé ça. On fait comme si c'était... Bon, c'est arrivé, mais c'est vraiment arrivé. Tu sais, moi, je trouve ça bien, bien particulier. Puis, tu sais, il faut pas... je trouve aussi qu'on a un peu évacué le fait qu'il y a vraiment des gens qui ont été traumatisés par l'événement, là. Tu sais, Mme Marois, c'est évidemment l'image qui nous reste en tête, mais les gens qui étaient dans le corridor, puis il y a quelqu'un qui est décédé. Ouais. Moi, Il y a plein de militants qui étaient juste dans la salle, puis qui me se rappellent précisément où ils étaient, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça aurait vraiment pu être pire. Mais les gens qui étaient dans le corridor quand il a fait feu, là, tu sais, moi, j'ai des images de l'attaché de presse de Mme Marois qui tient la deuxième victime qui a été blessée dans ses bras. C'est complètement fou. Je t'en parle, j'ai des frissons. Ouais. Mais on a balayé ça un peu sous le tapis. Mais c'est un événement politique important. Puis nous, on vivait ça de Québec dans un petit local. Puis ça a fait en sorte que la soirée a fini comme un peu en queue de poisson. Ouais. Là. Ouais, oui. J'ai vraiment un drôle de souvenir de cette soirée-là. Puis... je me rappelle être retourné chez nous puis me dire, on a-tu gagné? Oui, c'est ça. Il n'y avait pas un sentiment de victoire. Non, puis je voyais déjà des gens enlever des pancartes un peu partout. Puis c'était une drôle de soirée. Ouais. C'est vraiment toute la différence entre laissons faire l'attentat, un gouvernement minoritaire puis un gouvernement majoritaire. Parce que quand c'était une tu gagnes, déception, là, honnêtement. Là. parce que tu veux essayer de remplacer Jean Charest 2003-2012, mais tu hérites d'un gouvernement minoritaire. Puis tu dis ça va être compliqué. Puis ça l'a été. Finalement, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. Puis le PQ avait attendu longtemps. On était encore dans le creux de vague post-1995 solide. Là. C'était pas facile là, de gouverner dans ce contexte-là pour le PQ. Cela étant, moi, je suis rentrée dans un cabinet et ça a été une année et demie, vraiment extraordinaire. OK, raconte-nous ça. OK, donc, je fais la campagne. Après ça, on tombe. Quand la campagne termine, il y a des gens qui sont vraiment l'entourage proche de la chef. Puis là, ça commence à s'organiser autour, mais tu es un peu chez vous, tu sais. Puis là, tu viens de vivre une campagne électorale où tu travaillais 7 jours sur 7. Moi, je me suis séparée pendant la campagne électorale. C'est le gros cliché de la politique. J'ai divorcé du père de mon premier fils. Ça a commencé pendant la campagne électorale. Tu sais, donc, j'étais dans un drôle de moment. J'étais chez nous, en séparation. Puis là, j'attendais de voir comment j'allais me placer dans le gouvernement. Donc, j'ai contacté des gens de l'entourage de madame que je connaissais. Je dis comment ça marche, comment à qui je parle. Puis là, on m'a dit, envoie ton CV à telle personne. Puis après ça, quand les cabinets cherchent du monde, on distribue les CV. Tout ça, c'est comme une belle anarchie organique, là, tout ça. Là. Ça va vite, par contre. Ça va vite. Fait que j'ai eu 3 opportunités. Travailler au cabinet du ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture ou la ministre des Affaires autochtones. Puis, j'ai fait un choix qu'il y a pas mal de monde qui ne comprenait pas, mais j'étais allée aux Affaires autochtones. Moi, c'était vraiment les enjeux autochtones, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée. Puis, c'était mon ancien candidat dans Jean Talon qui devenait directeur de cabinet. Donc, naturellement, je me suis dirigée vers ce cabinet-là, le plus petit cabinet du gouvernement. Et j'ai tellement eu de plaisir à faire ce job-là. J'étais tellement... Écoute, le moment où j'ai reçu ma carte de l'Assemblée nationale, là, j'étais comme... Je suis C.J. Craig du Québec. Là, tu comprends? Check. Oui, j'étais vraiment, vraiment... C'était un grand privilège pour moi. Puis ça a duré peu longtemps, mais ça a été vraiment des belles années. Et en 2014, élection. On part en élection. Moi, j'étais à la permanence à Montréal. J'étais responsable... J'avais une job qui n'avait aucun sens. Okay? J'étais responsable de tout le booking. Le booking, c'est quand on a des demandes d'entrevue puis qu'on envoie des gens en entrevue. De tous les candidats. Ah, c'est bien, ça, c'est charmant. Dans tous les médias nationaux. Okay? Tout. Fait que tout ce qui n'était pas géré par l'attaché de presse dans la circonscription pour leurs médias locaux, c'était moi qui gérais ça. Ça n'avait aucun sens. Je travaillais de 4h30 du matin à minuit le soir.
J'étais constamment mon téléphone branché dans le mur parce que je manquais de batterie tellement que j'avais des appels. Les 2 premières semaines de la campagne électorale, puis j'étais malade physiquement. En fait, je suis partie en élection. C'est très typique de la vie en politique, mais j'avais une rage de dents, OK? Puis là, je m'en vais chez le dentiste avant de partir en élection, puis il me dit, il faut que tu aies un traitement de canal. Je dis, moi, je m'en vais à Montréal dans 2 jours. Je peux pas avoir un traitement de canal. OK, bien, on va te donner des antibiotiques. Là, j'étais ces gros antibiotiques. J'étais malade comme un chien, au téléphone toute la journée. Une campagne électorale qui ne se passe pas bien. Non. T'sais, c'était épouvantable. On avait du fun quand même, nous, mais c'était pas une campagne qui se passait bien. Puis là, à peu près 2 semaines après le début de la campagne, on annonce notre candidat dans Saint-Jérôme, Pierre-Carl Pellado. Oui! Là, ma job a complètement changé. Parce que là, je recevais des appels, puis là, j'envoie des candidats partout, puis tout ça. Là, à ce moment-là, toutes les demandes d'entrevue sont pour Pierre-Carl Pellado. Donc, j'ai passé tout le reste de la campagne à refuser des entrevues pour Pierre-Carl Pellado. Puis j'ai terminé la campagne, là, j'étais complètement exténuée. Je suis rentrée chez nous, je me suis dit, je vais être sur le dos pendant 2 semaines. Pas en tout. Après 2 jours, j'étais de retour, tout allait bien. Je me prends un billet d'avion, je m'en vais en Floride. Puis quand je suis revenue, j'ai fermé mon téléphone. J'ai dit, il faut que je me repose, tout ça. Je décroche. Puis quand j'ai rallumé mon téléphone, j'avais des messages sur ma boîte vocale. 850. Là. Genre. Parce que, probablement, les journalistes ne savent pas qui appeler. Hein. Tu sais, quand il y a une équipe qui... Quand un parti politique perd une élection, là, autant quand on forme les équipes, c'est complètement anarchique. La déconstruction de l'équipe est complètement anarchique. Là. Moi, pendant 2 ans encore, il y a des gens qui m'appelaient comme je suis l'attaché de presse après mon départ de la politique. Là. C'est le dernier numéro qu'ils ont. Là. Fait que, oui, puis mon numéro est sur Internet. Là, tout le monde l'a. Oui. Donc, j'avais beaucoup de messages, dont des messages de mon directeur des communications, Julien, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais, là? Ton bureau t'attend, là. On t'attend. Rentre au bureau. » Donc, je me suis présentée au bureau. Je suis rentrée dans mon bureau. Je pense que c'est le 2,68 à l'Assemblée nationale. On était dans l'opposition, on avait changé d'étage. Philippe Couillard venait de gagner l'élection. Oui, exact. Désolé de te le rappeler. Oui, c'est des moments qui sont particuliers. Tu sais, vider ton bureau là, au gouvernement puis savoir que les libéraux s'en reviennent, là. Tu sais, il y a des meilleures journées. Ouais, le ministère de court après, on voudrait avoir votre téléphone. C'est comme, hey, peux-tu me laisser 5 minutes? Ça sera pas long, je vais leur donner mon téléphone. On va ramasser ma plante en premier. Ben, c'est ça, merci. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au cabinet du chef de l'opposition, c'est Stéphane Bédard. Et je pensais pas que c'était possible d'être plus heureuse que de travailler comme attaché de presse au gouvernement, mais ça, c'est les meilleures années en politique. Travailler dans l'opposition, là. Ah oui? On avait tellement de fun. Ben, j'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai toujours entendu dire que c'était pénible. Ah, c'est... T'es la première qui me dit ça. OK. Tu me dois des explications. Je te dis pas que c'est mieux de pas être au pouvoir, OK? C'est plus le fun d'être au pouvoir. Mais on était tellement une équipe extraordinaire. Avec Julien, avec Stéphane, avec Bruno Pierre. On était notre équipe qui était vraiment, vraiment soudée. On n'avait rien... On était au fond du baril. Tu sais, à ce moment-là, on pensait là, que le PQ ne pouvait pas aller plus bas. Hold my beer. Et Stéphane Bédard, chef intérimaire, c'est vraiment quelqu'un que j'ai énormément apprécié. Tout était clair avec lui. Puis on savait où est-ce qu'on s'en allait, ce qu'on voulait faire. Il savait dans quel état il voulait redonner le parti au prochain chef du PQ. Puis ça a été vraiment, vraiment une année professionnelle extraordinaire. Après ça, M. Pellado est devenu chef du PQ. Puis là, c'était autre chose. Mais là, tu as travaillé aussi avec Jean-François Lisée. Oui. Dans le fond, j'ai servi 4 chefs. Dans le fond, 2015, Pierre-Carl Pellado devient chef. Je suis restée un petit bout de temps. J'ai fini par quitter. Il y avait des choses qui me... C'est pas rien à voir avec M. Pellado. Je n'étais plus trop bien là-dedans. En 2016, j'ai eu un cancer aussi, là, ce qui faisait en sorte que... Ouais. Tu sais, quand je te dis, c'est ça, moi, il m'arrive toujours 1 million d'affaires. Tu as eu un cancer? Oui, j'ai eu un cancer en 2016. Imagine, j'avais rien dit. Moi, je continue. J'ai eu un cancer, moi, je dis rien, puis après, tu te ranges jusqu'à Jean-François Lisée. Effectivement. On peut aborder cette question-là un instant. J'ai eu un cancer du col de l'utérus, qui était tout à fait gérable. Sauf que, tu sais, c'est ça, là, j'avais des traitements à avoir. Je voulais avoir une vie un petit peu plus tranquille pendant un bout de temps aussi. Puis finalement, ben là, M. Pellado est parti. Il y a une autre course à la chefferie.
puis Jean-François Lisée devient chef. Puis ça me fait bien rire parce que moi, j'ai appuyé Véronique Yvon dans cette course-là. Oui. Puis quand Mme Yvon s'est retirée, j'ai appuyé Alexandre Cloutier. Oh là là! Puis M. Lisée m'avait fait une blague. Il m'avait texté puis m'avait dit en tout cas, si Alexandre se retirait, je sais que j'étais le prochain là, que tu allais appuyer. Puis finalement, il m'a embauché dans son cabinet. Fait que j'ai travaillé comme ça jusqu'à l'élection de 2018. Il était comment, Jean-François Lisée? Parce que Jean-François Lisée, les gens qui le regardent à Radio-Canada, le lisent dans le journal, dans Le Devoir, se disent c'est quelqu'un d'extrêmement précis, de savant, de sage. Il prend des fois un peu plus de temps avant de nous arriver avec, surtout dans le cadre de ses fonctions au Devoir, avec la chronique qui met vraiment les bons mots à la bonne place. Après, comme chef du Parti québécois, moi, je ne serais pas capable d'imaginer comment il était. C'est-à-dire, c'est pour connaître un peu la politique, c'est pas parce que tu es ce que tu es dans des fonctions plus intellectuelles que là, tu arrives au PQ comme chef, que tu as du pouvoir, que c'est une autre machine, que tu es forcément la même personne. Comment il était? J'ai eu du plaisir à travailler avec M. Lisée, puis je continue à le voir une fois de temps en temps, on s'entend très bien. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est une intelligence... une intelligence intellectuelle. M. Lisée, humainement, c'est pas quelqu'un qui était reconnu pour être le plus human, puis d'aller plus dans les 5 à 7, puis te demander comment ça allait tes rénaux de chalet. C'est pas ce style de politicien-là. Moi, c'est sûr, à l'époque, je trouvais qu'il m'écoutait pas beaucoup. Puis dans son livre qui parle de la campagne électorale de 2018, il classe les gens en 2 catégories, les faucons et les colombes. Moi, j'ai été classée colombe. Okay? Puis, colombe? Oui, colombe. Oui, pas colon. Parce que non, pas colon. J'avais entendu colon comment ça. Ça lui ressemble pas. Non, vraiment Mais oui, pas. je me rappelle les faucons et les colombes. Okay. Donc, les faucons, ils sont fonceurs, ils prennent des risques, ils sont prêts à faire des vagues pour marquer des points. Les colombes, ils veulent pas qu'il y ait de vagues, puis on essaie d'éviter les problèmes. J'assume absolument que c'est vrai. Je suis comme ça. Moi, si tu veux pas être dans le trouble, éviter des crises, réduire les risques, je suis ton homme, OK? Puis des fois, dans ton équipe, tu as besoin d'avoir des gens qui sont un petit peu plus cow-boys, puis c'est bien correct. T'sais. Puis il y en avait. Lui, il trouvait qu'il y avait trop de colombes autour de lui. Puis, tu sais, l'histoire du débat à TVA en 2018, c'est très, très symptomatique de ça. On avait pratiqué, tu sais, quand on prépare des débats, on fait des pratiques de débats, puis on joue des personnages. Là. Les gens ne savent peut-être pas ça, là, mais ils n'arrivent pas là, juste ils ont lu leurs questions-réponses, puis ils ont étudié leur ligne. C'est pas ça. Là. C'est des fois 1-2 journées complètes de préparation. Ça ressemble à quoi, ça? Bien, on va réviser... Ça se passe où? Bien, dans ce cas-ci, c'était à la permanence du parti, là, à Montréal. On installe des lutrins, on fait vraiment une vraie pratique, là. Puis on jouait des personnages. À mon souvenir, je jouais probablement Manon Massé. Okay? Okay, ça veut dire que vous personnifiez les vrais acteurs de la scène politique. Oui, parce que, puis là, tu sais, ça a l'air bien faiseur d'images et tout ça, mais tu sais, c'est énormément de pression pour les chefs. C'est le moment où monsieur, madame, tout le monde qui ne suit pas tout ce qui se passe va vraiment écouter. T'sais. Fait qu'il faut que tu marques tes points. Il faut que tu sois capable de mettre de l'avant tes propositions. C'est pas toi qui choisis les thèmes, c'est pas toi qui choisis les questions. Tu choisis pas les attaques. Donc, il faut que tu sois capable de parler aux Québécois et de leur dire, nous, c'est ça qu'on vous propose. Puis évidemment, tu essaies d'attaquer un peu les autres pour dire leur proposition, c'est n'importe quoi, ça se tient pas, blablabla. Ça se prépare. Et aussi, tout est un peu, tu sais, la communication. Moi, je suis une grande passionnée de communication. C'est beaucoup dans ce que tu dégages, ton langage corporel. Et des petits détails peuvent vraiment faire en sorte que ton message ne passe pas. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, mais par exemple, un homme qui s'adresse à une femme, tu sais, Manon Massé était au débat. Un homme qui parle à une femme puis qui met sa main comme ça là, pendant qu'il parle, il y a des gens qui vont trouver qu'il fait du mansplaining, qu'il est méprisant. Tu sais, c'est des choses qu'on va travailler, on va faire attention à ça, etc. Donc, on avait préparé ce débat-là. Où il y a ça aussi, le fameux ça, là, quand pointer une femme du parle. doigt, oui. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Pourquoi? Pour que les gens t'écoutent puis aient confiance en ce que tu dis. Tu veux susciter la confiance. On a pratiqué ce débat-là. Puis, il n'a jamais été question d'attaquer Mme Massé sur c'est qui le vrai chef de Québec solidaire. Comprends-tu?
Puis, moi, écoute, c'est quelle soirée? J'étais dans la salle, dans le building de TVA, avec tous les journalistes. Puis on était des représentants de partis, quelques-uns qui étaient là. Et ça arrive, ça, là. Le débat part et M. Lisée, on parle de santé, OK? M. Lisée décide qu'il attaque Mme Massé. C'est qui le vrai chef de Québec solidaire? Non. Moi, je regarde ça, puis j'apprends ça live devant, avec un paquet de journalistes autour de moi. Puis là, tout le monde se retourne vers moi. Ils sont comme... Explication, s'il vous plaît. Oui, c'est quoi la stratégie? Puis ils sont super... Les journalistes étaient vraiment ouverts. Étaient comme, explique-nous. Puis, mais moi, j'ai pas d'explication. Parce que je le savais pas qu'il allait faire ça. Là, j'ai le petit hamster qui court bien vite dans ma tête. J'ai fait de mon mieux. J'ai dit, je me rappelle de ce que j'ai dit. J'ai dit, Québec solidaire, là, ils ont quand même eu une free ride. Hein, pendant cette campagne électorale-là, on leur envoie des caméras, il n'y a pas de journalistes pour poser des questions, ils proposent n'importe quoi. Je pense que M. Lisée a voulu marquer le coup. Je l'ai défendu, mais moi, si tu veux, je te défende. Puis là, je ne suis pas fâchée après monsieur. On a déjà tout parlé de ça avec lui puis moi. C'est pas une amertume que je porte, mais si tu veux que j'aille à la guerre, faudrait que tu m'impliques. Ouais. Puis, faudrait que tu me dises par où on passe. Oui, puis moi, je suis une personne très, très loyale, dans le sens que je vais dire mon désaccord, mais c'est toi le chef. Donc, une fois que tu me dis, ben j'ai écouté ce que tu avais à me dire, mais je vais quand même faire ce que j'ai décidé que j'allais faire. Parfait. J'ai dit mon désaccord. On sort du bureau, là, puis moi, je crois à la ligne de parti puis à la discipline, donc parfait. Sauf que là, je le savais pas. Ça m'a pris de court, puis... C'est-à-dire que quand il était parti faire le débat, tu étais dans l'impression que vous étiez d'accord sur ce que ça allait être. Ouais. C'est drôle parce que Jean-François Lisée a toujours dit au sujet du discours de Parizeau que ça l'avait surpris, que Jacques Parizeau aille dans une autre direction. Fait que ça veut dire que lui-même, devenu chef... sans dire, la formule serait un peu exagérée, mais a joué le tour à ses conseillers. C'est-à-dire... Ce qu'il a dit était beaucoup moins dommageable que ce que M. Parizeau on s'entend, non, dit. mais c'est juste pour dire, il est passé de conseiller à chef, puis finalement, je pense qu'il a compris que peut-être que ça s'explique, finalement, là, quand on est chef, on est sûr, on est là, puis on ne sent plus, la stratégie qu'on avait décidée dans une salle. Quand on s'est rejoint après le débat, on a des militants qui nous attendent dans un bar, puis là, le chef arrive, puis là, les militants applaudissent. Il y avait une drôle d'ambiance, parce que les gens... Moi, là, quand c'est arrivé, là, j'ai reçu 250 textos de monde qui disaient « Ben voyons donc ». C'était comme bizarre, un peu comme moment. Et là, on arrive sur place, et les militants applaudissent. Il y en a qui sont comme « T'as bien fait, Jean-François », puis il y a pas mal de péquistes qui n'aiment pas les soldats, puis il y a pas mal de soldats qui n'aiment pas les péquistes. Il y en avait qui étaient contents. Puis, moi, j'étais fâchée. Puis, quand M. Lisée a croisé mon regard, il m'a dit « Je ne pouvais pas te le dire, parce que t'aurais dit non. » Mais même si j'avais dit non, ça ne t'empêchait pas de le faire. Je me serais préparée autrement. Donc, ça, c'est un exemple. Là, je t'ai donné comme le pire exemple, mais c'est vrai que des fois, je trouvais qu'il ne m'écoutait pas beaucoup, et c'était absolument son droit. Là. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est lui qui est chef. Mais c'était ça. C'était travailler avec M. Lisée puis avec cette équipe-là. C'est une époque aussi où Paul Saint-Pierre Plamondon était conseiller spécial. C'était une boîte à surprise. Mais le Parti québécois, toutes sortes d'affaires. Mais c'est spécial, le Parti québécois. Souvent, c'est difficile à expliquer, mais pourtant, c'est si simple. C'est-à-dire que on parle de gens qui veulent faire un pays. C'est des gens qui ont quelque chose qui brûle à l'intérieur de leur ventre. C'est des gens qui sont émotifs. Pas seulement émotifs. Il y a beaucoup de rationnel, mais il y a quelque chose de... Tu veux changer le monde. Oui, c'est un projet qui est plus grand que toi puis moi. C'est pas, les gens sont pas là, c'est comme c'est une job comme une autre, là. Pas du tout, là. Effectivement, il y a quelque chose d'émotif. C'est des sanguins ensemble, qui ont un projet de société. Donc, forcément, même quand il n'est pas question de l'indépendance, ça se traduit, là, cette idée-là, de cette personnalité forte-là. Ouais. On s'est texté un peu en préparant l'épisode, puis tu m'as dit qu'il y avait tu voulais qu'on parle de partisanerie. Oui. Puis on en parle depuis tantôt un peu. De certaine façon, tu as dit que tu étais loyal. Oui.
On dit souvent la partisanerie. Moi, c'est une idée reçue que j'entends souvent. La partisanerie. Moi, je ne ferais pas de politique parce qu'il y a la partisanerie. Oui, c'est sale, ça. C'est un Ouais, mauvais mot. vraiment. Il y a Mauvais. des gens qui me disent, moi, je ne pourrais pas parce qu'il y a de la partisanerie. Puis il y a aussi des gens qui n'ont jamais considéré la possibilité de faire de la politique puis qui disent, j'aime pas la politique parce qu'il y a de la partisanerie. Toi, t'aimes la partisanerie. En fait, c'est que je trouve qu'on utilise ce mot-là pour parler de ce qui est moins beau à propos de la politique. Mais la partisanerie, c'est le politique. Le politique, c'est de débattre et d'être en désaccord. On a des conflits, on a des intérêts divergents, puis on va débattre de ça. Puis il y a des gens dans une démocratie qui vont décider de quel côté ils considèrent qu'on a raison. On est dans une époque où, depuis un petit moment déjà, puis aussi il y a des ancrages culturels, parce qu'on n'aime pas la chicane au Québec, où il faudrait qu'on fasse tout de manière transpartisane. Oh, faut pas débattre trop. C'est tellement malsain, là. Débattre, c'est démocratique. Puis, on ne peut pas tout faire. Ah, puis, l'autre affaire, là, c'est il faut dépolitiser les choses. Oui. Il faut dépolitiser les projets de transport, il faut dépolitiser l'immigration, Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit plus constructif. Mais on va pas dépolitiser. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas donner ça à un comité de fonctionnaires? Mais non. Tu sais, moi, je veux les gens qu'on élise sur des idées déploient les politiques pour lesquelles ils se sont fait élire. Ne serait-ce que pour conserver l'imputabilité, là, pour qu'il y ait un responsable, quelqu'un à dire, bon, c'est lui là, qui avait ce dossier-là. C'est lui. Bon, c'est ça. Fait que c'est de sa faute, ou c'est grâce à lui si on a fait ça. Moi, là, tout dépolitiser, ça m'horripile. Et la politique autrement, là, tu sais, on va tout faire le kumbaya, là, puis il faudrait surtout pas qu'il y ait deux partis là, qui se chicanent sur l'enjeu, là, parce que là c'est politisé, là, ça, c'est mauvais. Tu sais, il y a des enjeux sur lesquels ça s'y prête. L'aide médicale à mourir, au Québec, on a super bien fait les choses. Avec le leadership, c'est vrai qu'il est différent de Véronique Yvon, qui a été un peu la porte-étendard de ce dossier-là, mais il y a plein d'autres députés qui ont travaillé là-dessus aussi, puis il faut reconnaître leur travail. On a fait les choses en concertation, mais c'est un enjeu qui demandait ça pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait de l'adhésion, pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas d'effet pervers. Puis on a pris beaucoup de temps pour le faire. Mais tu comprends, ça ne peut pas être de même pour tous les dossiers. Puis, je veux dire, le seul endroit, tu sais, les seuls endroits où il n'y a pas de débat politique, là, puis que tout se fait là, sans qu'il y ait aucune partisanerie, c'est des régimes totalitaires. Ah, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de partisanerie, il n'y a pas d'autres partis politiques. Il y a un parti. C'est ça. Fait que moi, je veux qu'on combatte cette peur de la chicane. Ce n'est pas se chicaner. Puis là, je vais faire un lien avec un autre enjeu qui est important, qui est l'absence ou la disparité d'intérêt et d'implication politique chez les femmes. Puis souvent, moi, je suis très, très impliquée là-dedans. Je vais souvent dans les événements de Femmes et démocratie. J'ai participé à des panels sur le sujet, autant en politique municipale que québécoise. C'est super important pour moi qu'on vise la parité, puis qu'on travaille à ce qu'il y ait plus de femmes en politique, puis en fait que notre classe politique soit plus représentative de ce que la population est. Tout ça, je suis toute pour ça. Mais quand on dit que les femmes ne vont pas en politique parce que le débat, ça se chicane, puis les médias sociaux, puis je ne suis pas certaine qu'on est sur la bonne cible. Moi, je pense qu'on doit s'éduquer davantage à débattre dans le respect de l'autre. C'est comme si au Québec, là, soit qu'on balaie sous le tapis ou ça devient personnel. Pourquoi? Moi, je n'accepte pas qu'on ne soit pas capable de changer ça dans notre société. Je pense que ça se travaille, mais c'est pas en disant il ne faut plus débattre, là, puis là, il faudrait que tout soit transpartisan. Ben non. C'est qu'on a exclu on a exclu la possibilité on a exclu la possibilité de transformer le débat dans sa forme actuelle, puis c'est peut-être des fois un petit peu trop tir groupé, là, Ben oui. en quelque chose de plus sain. Fait qu'on a dit il n'y aura pas de débat. Alors que le débat pourrait être mieux formulé. On jette le bébé avec l'eau du bain. Moi, je le vois, là. Tu sais, je fais... Mon expertise, c'est la politique, dans mes chroniques, sur mes plateformes de médias sociaux, puis mes abonnés, c'est majoritairement des hommes. Les gens qui répondent, qui débattent, qui font des commentaires, c'est majoritairement des hommes. Puis
Puis, tu sais, c'est tout un débat, là, tu sais. Puis, j'ai lu plein de féministes là-dessus, puis les approches sont très différentes. Puis, j'ai pas de réponse claire, mais est-ce que c'est vraiment en évacuant le débat que les femmes vont s'intéresser à la politique? Là, je pense qu'on passe à côté de la cible. Par contre, il y a plein de choses qu'on peut changer. Tu sais, l'Assemblée nationale, c'était faite par des hommes pour des hommes. Ça fait pas longtemps que les femmes sont impliquées en politique dans l'histoire de l'humanité, là. C'est fort possible qu'il y ait des choses qui soient mal adaptées. Changeons-les, OK? Il n'y a pas de problème. Mais le débat et la partisanerie, mauvaise cible. Il faut s'habituer, il faut s'éduquer à ça. Ben oui. Puis il n'y a pas juste des femmes qui n'aiment pas ça, là. Il y a beaucoup de gens là, qui sont comme « non, 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 non ». Non, apprenons à débattre. C'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve, dans notre société québécoise, puis il y a des raisons historiques qui probablement expliquent tout ça. Maintenant, abordons-le, puis changeons ça. Moi, je débat à semaine longue. J'en vois pas promener personne. Puis il y a des gens qui débattent avec moi. Bon, des fois, il y a une couple de tarlans là, qui vont m'attaquer personnellement puis qui vont me dire des affaires misogynes. C'est vraiment pas la majorité. Donc, c'est possible d'avoir des débats qui sont sains. Puis les partis politiques, puis la couleur politique aussi, ce n'est pas quelque chose de sale. Tu sais, des fois, l'actualité nous le rappelle régulièrement. Le Parti libéral a vécu une crise récemment. Le cœur de la crise, c'était les budgets de l'Assemblée nationale versus les activités partisanes. Il y a des gens qui pensent que c'est très simple. Ah ben non, pas d'activité partisane avec l'argent public. Ben non, c'est pas si simple que ça. On élit des gens, ils sont issus de partis politiques. Les gens, quand ils choisissent des députés, ils sont pas tous beiges, là. Ils ont une couleur politique. On a des employés qui sont payés par de l'argent public qui vont faire des activités partisanes le soir, la fin de semaine, pendant une campagne électorale. Moi, ça me scandalise pas tant que ça. C'est la démocratie. C'est comme si la démocratie, puis ce qui était beau, c'est tout ce qui touche pas les partis politiques. C'est pas sale, un parti politique. Puis c'est pas sale, puis il y a une autre affaire aussi, ça c'est impopulaire des fois de le rappeler, mais je prends par exemple Éric Kerr. Éric Kerr, à un moment donné, tout le monde disait « il faut que François Legault s'en débarrasse. Il faut qu'il s'en débarrasse, il faut qu'il le jette en bas de l'autobus. » Et François Legault a refusé de le faire. Pendant longtemps, jusqu'à ce qu'Éric Kerr finalement démissionne. Mais la version officielle, c'est qu'il a démissionné quand même. Officieusement, on comprend qu'à un moment donné, il l'a rentré dans une pièce puis il a dit « là, aide-moi à t'aider. » Mais quand il y avait ce dilemme-là, à savoir est-ce que, oui ou non, il doit le jeter en bas de l'autobus, il y avait des gens à qui je parlais qui me disaient, tu vois, c'est ce que j'aime pas de la politique, c'est que là, parce que c'est son ami, il va le défendre. Et moi, de leur répondre, mais en même temps, si à chaque fois que quelqu'un commet une erreur et que ce serait peut-être payant sur le court terme de dire, regardez, nous autres, même si ce sont nos amis, on s'en débarrasse, comment tu peux projeter la CAQ 10 ans en avant, 20 ans en avant? Qui va vouloir dans 10 ans dire « je m'en vais dans ce parti-là » ? Personne, parce qu'il n'y aura pas un historique d'une époque où on s'est tenu les coudes serrés. Donc, tu vois, c'est impopulaire de dire ça parce qu'on m'écouterait et on dirait... Surtout quand tu donnes l'exemple d'Éric Kerr, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais effectivement... Un parti doit des fois se tenir debout parce que sinon, tu ne réussis pas à bâtir quoi que ce soit. Puis ça me fait penser, ce que tu dis, à la crise au Parti libéral, puis ce que Marois Risky a fait, là, de congédier la directrice de cabinet. Là, il manque plein d'informations dans ce dossier-là. Moi, mon idée n'est pas encore faite, mais il y a pas mal de gens pour qui leur idée est faite. Que Marois Risky a raison. Tu sais, je pense que c'est une politicienne qui est appréciée. Je pense qu'il y a beaucoup d'adversaires aussi du PLQ qui se servent d'elle pour nuire au PLQ, puis il y a une game politique là-dedans. Maintenant, pour moi, quand je regarde ça froidement, je me dis, dans quel monde c'est correct pour une chef parlementaire qui a été désignée par le chef qui a été élu par les membres de prendre une telle décision sans mettre M. Rodriguez dans le coup? Puis je n'ai pas de... Je me fous de Pablo Rodriguez. C'est pas ça la question. C'est juste, pour moi, il y avait un manque de loyauté. Puis là, il y a des gens qui me disent, je me stine avec du monde, puis ils me disent, ouais, mais là, si Pablo Rodriguez a fait des choses illégales, bien sûr, c'est possible, c'est juste, je le sais pas. Il y a des enquêtes en cours. Mais c'est sûr que moi, à première vue, je me dis, ma loyauté par rapport à mon chef, là, quand j'étais dans un parti, je ne suis pas parfaite, là, mais il me semble que la chose à faire, c'est de m'asseoir avec mon chef, de dire, écoute, là, je remarque des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise et que je ne peux pas approuver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si ton chef te dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est que tu fermes les yeux, bien, tu démissionnes. C'est ça. Tu démissionnes. J'ai eu l'impression qu'elle a mis le feu dans la maison. C'est comme, on a une invasion de fourmis, là. Il faut se débarrasser des fourmis. Je brûle la maison. Puis, encore là,
Je spécule parce que je le sais pas. Mais mon réflexe à moi, c'est celui-là. Puis quand je dis ça à des gens, ils me disent « Mais c'est bien épouvantable. Défendre son chef à tout prix. » Ben écoute, moi, c'est pas à tout prix. Mais, tu sais, moi, là... Mais on sait de source sûre qu'elle n'a jamais voulu lui en parler d'abord. C'est ce que prétend... C'est ce que lui dit. Puis elle n'a jamais nié ça. Ouais. Elle dit « Je pouvais pas y en parler. » Puis là, il y a des enquêtes. Puis là, il y a des poursuites. Donc, moi, c'est ce que je comprends. Maintenant, on verra. Là, honnêtement, on va peut-être arriver à la fin de l'enquête puis découvrir que M. Rodriguez, c'est épouvantable puis qu'elle ne pouvait vraiment pas le mettre dans le coup. Ben, et j'accepte que c'est une des possibilités. Mais c'est ça. Bernard Landry disait « la patrie avant le parti ». Je suis d'accord avec ça. Mais le parti avant l'individu aussi. Puis, on se trouve tous bien importants dans la vie. Moi, je suis la personne la plus importante dans ma vie après mes enfants, OK? Mais si le parti ne me convient plus, que j'ai dit ce que j'avais à dire, que je me suis battue jusqu'à un certain point, que j'ai fait ce que j'avais à faire, puis que le parti ne répond pas à mes aspirations, à moi, là, ma petite personne, c'est temps pour toi de quitter. Oui. Je pense que c'est un cas très particulier. Elle avait annoncé qu'elle s'en allait avant que ça éclate, cette affaire-là. Oui. Moi, là, je parlais même plus d'elle. Là, je parle en général. Oui. Le désamour était peut-être amorcé depuis un bout, puis elle s'est dit... Puis on verra. Puis moi, peut-être qu'elle a voulu l'en informer, puis qu'elle a juste tenu à... Elle a dit qu'elle ne pouvait pas lui en parler parce que c'était la réponse facile. On verra. On verra, comme hey, je dois absolument te demander si les médias, maintenant que tu travailles dans les médias, ont une influence sur l'actualité ou si c'est l'actualité qui n'a pas une influence sur les médias. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui est très présent dans l'espace public, mais bon, je ne peux pas révéler son identité. Puis lui, sa théorie, c'était de dire, non, nous, là, c'est nous autres qui sommes au pouvoir. Quand on décide qu'on parle de quelque chose, premièrement, ça devient le sujet. Oui. Ça, c'est nous qui les choisissons. Mais même de la façon qu'on en parle, si on décide qu'on ne parle pas de cette affaire, finalement, la population civile, elle s'informe grâce à ce qu'on offre comme commentaire et comme couverture de ça. Toi, est-ce que déjà, comment tu te ranges là-dedans? Là? Bien, premièrement, je pense que les deux influencent. Je veux dire, c'est une dynamique. Ouais. Évidemment, l'actualité. Mais à choisir, mettons. Oui, je pense que l'opinion a énormément d'influence dans l'espace public. Premièrement, les gens sont très mélangés. Hein? Monsieur, madame, tout le monde. Moi, je me fais écrire des fois, vous n'êtes pas très objectif comme journaliste. Je ne suis pas journaliste pantoute, puis il n'y a personne qui me demande d'être objectif dans mon travail. Donc, déjà, il y a une confusion puis un mélange des genres en ce moment. Deuxièmement, oui, ce qu'on fait a une influence. Comme je pense que les sondages ont une influence sur l'issue d'un vote. Il y a tout ça, une influence. Mais c'est juste, j'ai un problème quand... Puis c'est bien correct, ton intro, il fallait que tu simplifies, mais on décide qu'on parle d'eux. Ça donne l'impression qu'on est tous de connivence, puis que là, on se met tous ensemble, puis qu'on crée l'histoire, qu'on écrit l'histoire ensemble. Mais on est tous des individus différents. On accroche sur certaines choses parce que les gens accrochent sur certaines choses aussi. On n'est pas... À moins que tu aies une vision, là, que tu as l'impression que les chroniqueurs, là, c'est une élite qui est très, très déconnectée de la population puis qui envoie là, de la propagande vers le bas. Mais en fait, on est des vraies personnes. Là, moi, je me considère du vrai monde puis je parle beaucoup à du vrai monde dans ma vie. L'épicerie, des fois? Non, parce que c'est mon chum qui fait l'épicerie. Puis quand je vais à l'épicerie, je tombe des nues en voyant les prix. Mais... je veux dire, je prends des taxis, je rencontre plein de monde partout. Moi, je parle à tout le monde dans la vie. Okay? Je suis très, très sociable. Je promène mon chien, je rencontre des personnes âgées, je leur parle. Mais là, j'ai pas besoin... On dirait que j'essaie de te vendre que je suis une vraie personne. Parce que tu fais pas ton épicerie. Parce que je fais pas mon épicerie. Mais cela dit, on est quand même porte-parole de pas mal de gens dans la société. Je te dis pas tout le monde en tout temps, mais quand même. Donc, pour moi, si on accroche sur un angle, un enjeu, puis qu'on trouve que c'est important... Bien, à quelque part, c'est pas complètement non intéressant pour la population. Maintenant, c'est sûr que moi, je trouve que ce qui a plus d'influence sur ce qu'on va choisir comme sujet puis qui me tente un peu plus, c'est la course là, au clic, puis au like, puis aux vues. Ça, oui. Parce que on est dans un monde maintenant où, bien là, on est beaucoup, sur les plateformes numériques. Puis là, il faut que tu accroches les gens tout de suite. Puis ça, je trouve que ça nous pousse à être plus tranchant, plus spectaculaire, plus sensationnaliste. Puis ça, je pense que ça fait en sorte qu'on choisit certains sujets qui sont plus, justement, sexy, polarisants, au détriment de certains enjeux qui seraient vraiment importants d'aborder
dans l'espace public, puis qu'en fait, touchent davantage le quotidien des gens. Ça, je pense qu'on pourrait s'améliorer tous collectivement. Mais il y a un truc aussi, des fois, c'est... Le grand drame, peut-être, c'est qu'il y a un malentendu. Moi, j'ai remarqué, autant à la radio qu'à la télévision, que les segments sont de plus en plus courts. Ah oui. Avant, tu avais en radio, tu avais des entrevues de 15, 16, 17 minutes avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est du 9, 10, puis des fois, c'est du 6, 7 minutes. Parce que, nous dira-t-on, l'attention des gens... Ouais, tu vois, ça descend comme ça pendant l'entrevue. Les gens arrêtent d'écouter éventuellement. On nous dit que c'est ça. C'est parce qu'avec les téléphones, ces poisons-là, on est habitué d'être interpellé par des nouveaux signaux assez rapidement. Donc, on dit, tu ne peux pas prendre quelqu'un puis l'asseoir pendant 20 minutes parce qu'elle, au bout de 5, elle a besoin d'un stimuli. Et un stimuli, ça veut dire on passe à un autre invité. Mais ça, tu viens de le dire, c'est que si le segment est plus court, il faut que tu punches. Oui, puis il faut que tu choisisses tes sujets. Moi, des fois, tu évacues des choses qui sont peut-être un petit peu moins punchées. T'sais. Moi, des fois, je fais des chroniques de 6 minutes, 2 sujets. Oui. Ça veut dire que c'est 3-3. Ça veut dire que moi, dans mon... Je le sais, là, que j'ai 3 minutes pour dire tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est à la radio. Ouais. À la télé, là, des fois, j'ai 3 sujets en 3 minutes 30. Non. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Fait que là, tu restes général, mais... C'est ça. Le format médiatique et numérique nous pousse beaucoup à ça. Puis, ce qu'on va aller chercher, c'est de l'engagement. Puis là, en plus, ce que tu dis, c'est qu'on fait une entrevue de 8 minutes maintenant. Oui, mais ça prend 30 secondes pour les médias sociaux et c'est surtout ça qui va être vu. Ouais. Mais le grand drame, c'est qu'après, en 1 minute 30, sachant, toi et moi, on est des artisans de ça, il faut puncher. Donc, c'est pas le temps d'être nuancé. Donc là, on va vite. Donc là, on lance... Puis il y en a qui le font mieux que d'autres. Là. Mais puis là, tu lances ça en 1 minute 30. Et là, après, la personne de l'autre bord, qui est dans son salon, qui écoute la télévision, qui écoute la radio, elle est entraînée à réfléchir de cette façon-là. Ben oui. Moi, je le remarque dans des discussions avec tout le monde. On est de plus en plus... On ne prend plus le temps de dire ce qu'on veut dire, puis on ne prend pas vraiment le temps de nuancer. On lance notre idée, puis après, on se fait dire des fois par quelqu'un, franchement, tu n'exagères pas un peu. Puis là, tu nuances. Puis là, après, tu nuances. Mais là, on n'a plus de temps. Puis là, on n'a plus de temps. Il faut passer à autre chose. Oui. Non, mais ça, c'est un grand drame parce que je pense qu'il y a un malentendu. Parce que, regarde, en ce moment, les podcasts, ça fonctionne. Tout le monde a un podcast. Oui. Tout le monde se part un podcast. Puis le podcast, c'est le temps long. C'est 1h30, 2h des fois. Puis qui écoute les podcasts? Bien plus des jeunes, ou en tout cas des 15 à 50 ans que des 51 ans à... Puis là, je vais me faire des ennemis, là, mais tu sais... Il y a des jeunes qui ont envie d'avoir un contenu un peu plus approfondi puis de prendre le temps aussi. Donc, il y a un malentendu. C'est juste qu'il faut s'adapter à la manière dont consomment les gens maintenant. Tu sais, il faut prendre acte là, que de s'asseoir devant la télévision, là, puis de regarder un journal télévisé pendant 1 heure. Moi, ma mère, elle faisait ça. Là, elle s'assoyait, puis elle écoutait la grosse nouvelle du jour, la politique, le judiciaire, le sport, le culturel, puis après ça, il y avait une longue entrevue là, après le téléjournal. Et puis personne qui fait ça. Puis là, l'algorithme nous pousse juste ce qui nous intéresse déjà. Donc, il y a des gens qui sont prêts à prendre le temps, si c'est un sujet qui les intéresse, mais de l'autre côté, on a beaucoup ce phénomène-là de TikTok. Si tu ne m'accroches pas dans les 2 prochaines secondes. Moi, je pense que ça peut être conciliable. Tu peux être accrocheur au début, mais donner le goût après aux gens d'approfondir. Puis tu as raison, je pense que ça demande juste un effort. J'aime bien ton concept de malentendu. C'est parce qu'il y a des signaux qui contraires. Moi, on me dit les jeunes, ils ont une capacité d'écoute de 1 minute. Mais non, ils écoutent des podcasts. C'est eux qui écoutent des podcasts. Donc, il y a un public pour ça. Peut-être que les extraits très courts, les petits segments, ça doit toujours être des bandes-annonces. C'est comme une bande-annonce de film. Tu invites les gens vers un contenu un peu plus... Oui, mais il y a quand même pas mal de monde. Moi, je le vois, là, probablement toi aussi. Des gens qui commentent, ils ont lu le titre. Le titre de ton épisode, le titre de la chronique, puis là, ils ont déjà une opinion. Puis, tu sais, moi, des fois, le titre, là, il est un peu trompeur, dans le sens que c'est pas nécessairement mon opinion dans le titre. Des fois, c'est juste quelque chose qui est en lien, mais je t'amène ailleurs, tu sais. Puis là, je le vois tout de suite, là, tout le monde qui commente. Là, ça n'a pas de bon sens, puis nanana. Puis je dis, je vous invite à lire avant de m'envoyer vos commentaires, tu sais. Puis c'est drôle parce que tu dis c'est les jeunes qui n'ont pas d'attention puis qui prennent pas le temps. Non, de toutes les générations, on peut constater ça. Mais c'est vrai qu'on a une influence et je pense qu'il faut en être conscient, tu sais. Puis là, je vais vraiment paraître colombe et fleur bleue. Mais moi, c'est vraiment un privilège pour moi. Donc, j'essaie toujours de faire de mon mieux pour servir la personne qui écoute. Ça ne veut pas dire que je vais dire toujours ce qu'ils vont entendre, mais j'essaie de les amener
à leur rythme, mais une petite affaire plus loin. T'sais. Puis moi, il y a une affaire qui m'a toujours... J'ai travaillé beaucoup en relations de presse, j'étais des deux côtés de la médaille des médias. Puis, tu sais, des fois, les titres, puis l'angle qui a été pris, je trouve que c'est pas vraiment ça, dans le fond, la nouvelle. Puis on est souvent en politique, tu sais, de réussir à parler de ton annonce, là, qui est importante, puis qui va vraiment avoir un impact dans la vie des gens, sans que ce qu'on appelle dans notre jargon le sideshow prenne le dessus, c'est-à-dire, le ministre, il n'a pas dit tout à fait la même affaire que l'autre, puis il y a une chicane, puis tu sais, les gens voient le titre, puis ils pensent que c'est ça qui s'est passé, mais il ne s'est pas juste passé ça. Fait que, tu sais, d'amener les gens à regarder comment la nouvelle se fait. Pourquoi on est rendu à ça? Quelle erreur de communication a été faite pour que finalement on évacue complètement le fond des choses? T'sais, moi, je trouve que c'est plus ça mon rôle. C'est le personnage que je me suis attribué dans les médias. Puis, des fois, j'aimerais ça, là, être plus punchy, puis avoir plus de clics. Puis après ça, je décroche parce que je suis pas capable. Tu sais, mettons, je vois un sujet, je vois un article en journal, me dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » Ma première réaction. Puis là, j'appelle quelqu'un, puis là, j'appelle une autre personne, puis là, je lis, puis là, Puis finalement, c'est jamais aussi tranchant, puis noir, puis blanc que c'était dans ma première impression, tu sais. Fait que là, nécessairement, mon opinion est un petit peu plus beige, puis un petit peu plus plate. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne ferai pas semblant. Je suis comme ça. Puis j'accepte que des fois, peut-être les gens vont moins cliquer, mais d'être fidèle à ces valeurs-là. Mais le monde des médias, nous, c'est sûr, puis les formats nous poussent à être plus tranchants, plus punchés, plus... qui va aller créer des réactions plus fortes chez le public. T'sais. Mais tu sais, en même temps, si quand tu lis le journal, ta première réaction, c'est « ça n'a pas de bon sens », je ne sais pas si tu es payé pour dire ça. Je pense que tu es payé pour aller au-delà de ça. Parce que les gens réagissent comme ça, on réagit tous comme ça. Puis tu vois, moi, la différence avec toi, c'est que moi, je m'en vais dire « ça va pas de bon sens ». Bien, des fois, ça finit en pas de bon sens aussi. Là, non, mais t'es plus sobre que moi, peut-être. Puis c'est pas du tout un défaut que je te donne, c'est peut-être non, puis tu sais, une question de style, une question de tempérament. Peut-être. Mon approche est plus analytique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Puis après ça, aussi, je laisse moi, j'aime ça laisser la possibilité aux gens de eux décider c'est quoi leur réaction. Puis si ça n'a pas de bon sens, c'est comme voici ce qui s'est passé, voici ce qui explique. T'sais, voici les circonstances atténuantes d'un côté, voici les circonstances aggravantes. Des fois, quand c'est un sujet, puis je veux juste dire, dans la vie, on nous demande d'avoir une opinion sur tout. T'sais. Des fois, là, j'ai pas d'opinion. Mais comment tu fais? Un matin où ça te tente pas? Puis ça, là, tu vois, tantôt, tu avais besoin de consulter, tu t'es étendu à 90 degrés. Oui. Là, maintenant, c'est moi qui vais m'étendre. Moi, il y a des matins, et je te cacherai pas que je me questionne de plus en plus à savoir si je vais faire ça toute ma vie, parce qu'il y a des matins où ça me tente pas. Puis, tu sais, quand tu travailles à peu près dans beaucoup de milieux de travail, quand ça te tente pas, oui, tu peux ne pas aller travailler. Ou tu peux faire du présentéisme. C'est un peu moins évident, honnêtement, quand tu animes une émission de radio, de dire « ça ne me tente pas d'y aller aujourd'hui ». Ouais. Mais il y a des jours où, des fois, c'est juste « je ne l'ai pas, là, il n'y a rien qui m'insurge aujourd'hui. » C'est ça. Il n'y a rien qui exige que je dénonce quoi que ce soit. Mais le système n'est pas fait pour favoriser ça. Et à date, je n'ai jamais fait exprès. J'ai jamais fait semblant, je veux dire, d'être insurgé. Parce que ça, tu te fais pogner tout de suite. T'as l'air fou. C'est pas authentique. Mais non, mais il y a quelqu'un qui va le voir, puis on va... Donc, je fais autre chose. Je vais plus dans des grands dossiers, des grandes entrevues. Mais, tu sais, c'est un problème, ça, des fois. Des fois, c'est comme... On dirait qu'il y en a trop de demandes pour ça. Oui, effectivement, c'est parce que... Il doit y avoir des journées sans médias. Bien, c'est ça. Puis là, en ce moment, on a beaucoup d'abondance, il se passe beaucoup de choses. Mais, tu sais, on se rapporte, il y a 3 ans, il y avait des journées, là... Il n'y a rien. Puis là, on doit quand même remplir ça de quelque chose. Donc là, on fait quelque chose de plus gros avec quelque chose de plus petit, puis on étire la sauce. Tu sais, je suis assez d'accord. On devrait militer pour... quand il ne se passe rien ou qu'on a fait le tour, là, on pourrait mettre de la musique sur... Des documentaires animaliers. Là, oui, ou sur la chasse et la pêche. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Plus, mais oui, non, moi, je suis à la même place que toi. Il y a des jours où ça me tente moins. J'ai participé longtemps, je participe un peu moins souvent, mais quand même régulièrement à l'émission Les Débatteurs. Des fois, là, tu reçois le sujet de débat, là, pour ou contre la neige artificielle, c'est mon de ski. Là. J'en fais pas de ski. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, je ne suis pas obligée d'être insurgée ou de faire ce débat-là comme si là, ma vie en dépendait. Ça, c'est la première des choses. Puis souvent, je vais essayer de trouver un angle qui est différent,
de me placer dans une posture où je vais au lieu de parler de mon opinion puis de moi, ce que je pense, bien, de rapporter peut-être plus qu'est-ce que d'autres personnes en ont dit, etc. Tu sais, j'imagine que tu as un peu la même stratégie dans ton émission, c'est-à-dire, il y a des fois où toi, tu as plus envie de parler de ce que tu penses, mais des fois où tu vas peut-être mettre plus l'accent sur ce que tes invités vont avoir à dire ou rapporter, tu sais, sortir un petit peu des sujets d'actualité pure, puis de parler des fois un peu plus perso aussi. Je te dirais que c'est peut-être ça ma stratégie la plus utilisée. Tu sais, là, je fais de plus en plus de radio. Tu sais, moi, je veux vraiment garder ma spécialité politique, mais je fais de la radio à Québec, puis là, ça élargit un petit peu plus les sujets. Au 102.1, oui. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, le culturel, là, c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas ce qui se passe. Là. Tel artiste a sorti un nouvel album. Je savais même pas qu'il avait sorti un premier album. Je sais rien. Le show de Bad Bunny, mettons, là. Mais là, c'est pas ça, c'est politique. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, cette semaine à Québec, là, c'était la sortie de la programmation du FEC. J'aime bien ça, aller au FEC. Je vais une fois à peu près pendant le festival. Mais tu sais, mais là, le monde, il spéculait là, avant que ça sorte. Là, puis là, tu sais, j'essaierai pas de faire semblant que toi, ça me passionne. Pas vraiment moi, je suis capable d'attendre la programmation. Ça va être correct. Mais tu sais, tout ça pour dire que des fois, maintenant que j'ai élargi un petit peu plus mes horizons, des fois, je vais apporter des sujets qui sont moins politiques, puis qui vont être vraiment, tu sais, comme tu fais avec des grands dossiers des fois, qui vont être plus, tu sais, des enjeux sociaux. J'aime beaucoup ce qui se passe sur les médias sociaux. Là, je trouve ça fascinant. Là. Puis là, des fois, il y a un phénomène. Là, tu sais, la semaine passée, il y avait des TikTok de gens, de chums qui abandonnent leur blonde dans des randonnées. T'as-tu vu ça passer? Oui. Mais ça, tu vois, j'ai vu le titre et je ne suis pas allé plus loin. Bon, mais c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, des fois, de sortir un peu de la politique puis de parler de phénomènes sociaux puis même de psychologie. Puis, tu sais, là, on n'est pas des experts, mais on est capable d'être un petit peu plus dans du humain. Ça peut être intéressant aussi. Mais oui, le format médiatique nous pousse à être constamment insurgé, avoir une opinion tranchée, puis c'est juste pas la réalité. Mais tu sais, c'est parce que c'est aussi un piège, parce que on essaie, je pense, de faire en sorte que les Québécois retrouvent le goût du débat. Mm-hmm. Tu sais, je donne toujours le même exemple, mais pour moi, il est frappant. Tout le monde en parle au début de cette aventure-là. Il y avait des plateaux, ça explosait sur le plateau. Tu avais des invités qui venaient et qui repartaient. Il y avait des scandales, il y avait un peu d'alcool, ça se crêpait le chignon. Puis c'était bon. Moi, j'aimais ça. Puis là, ça s'est transformé un peu en une messe où là, il y a des bonnes façons de penser. Puis souvent, tu n'as pas comme... Tu sais, mettons, tu veux parler de masculinisme, puis tu vas avoir deux personnes qui pensent la même affaire qui vont venir. Tu veux parler de l'usage du mot nègre dans un contexte académique, tu as trois personnes qui viennent condamner l'usage de ce mot-là. Tu sais, alors qu'avant, j'oserais croire qu'on aurait reçu quelqu'un qui aurait... Un Dany Laferrière pour qui c'est un mot de la langue française qui peut être employé dans un certain contexte, et quelqu'un pour qui c'est un mot à exclure du vocabulaire et de toutes les bouches de quiconque. Ouais, c'est pas une émission de débat. Non, mais c'en était une. Puis des fois, je me dis... Je pense que d'une certaine façon, tu sais, garde de parler des débatteurs à nouveau. Il y avait eu la tentative de l'émission de Stéphane Bureau aussi, Le Monde à l'envers, tu sais, pour essayer de redonner le goût au débat. Et donc, il y a une belle tentative, mais en même temps, des fois, il ne faut quand même pas exclure du champ du possible qu'il n'y a pas de journée. C'est pas la bonne journée pour débattre, il n'y a rien. Et là, on crée des débats. Tu as parlé de la neige. Oui, tu sais. Puis en passant, tu sais, des fois, je reçois mon sujet, je me dis, mon Dieu, mais on s'en fout. Puis finalement, là, ça va être le débat le plus enflammé que tu n'auras jamais vu de ta vie. Mais tu ne penses pas que si on met en scène un débat, on ridiculise un peu l'exercice, et là, ensuite, pour des gens qui sont à convaincre que c'est important, là, tu fais, ils n'ont pas de niaise. Mais ça, c'est le format des médias traditionnels. Parce que si par exemple, je dis n'importe quoi, mais les débatteurs, c'était sur YouTube, par exemple. On n'aurait pas besoin, sur les médias numériques, tu n'as pas besoin d'avoir un rendez-vous à telle heure, parce que là, les pauses publicitaires, tu as vendu de la pub, puis là, il faut remplir, puis il ne peut pas avoir rien. Mais les médias traditionnels t'obligent à avoir une grille horaire qui est prédéterminée, qui est pré-remplie, avec des fois une certaine petite flexibilité, mais pas si grande que ça. Puis ça fait qu'on fait des fois du remplissage. Je suis assez d'accord avec toi. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais de partisanerie, puis je faisais l'éloge de la partisanerie. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui aime la polarisation. Tu sais, autant, je pense qu'on peut avoir des débats, mais autant je déteste quand on fait exprès pour mettre le feu. Ben oui. Puis, tu sais, on est dans un univers où on passe des fois d'un
d'un extrême à l'autre. Là, en ce moment, je trouve qu'on est dans le backlash un peu de l'EDI, puis de l'inclusion, puis là, on s'en va là, de l'autre bord, puis là, on a des discours que moi, qui me dégoûtent, qui sont normalisés en ce moment. Moi, même si j'aime débattre, je suis plus une personne qui est proche du centre. Je suis capable de comprendre qu'il y a un spectre qui peut aller plus vers les extrémités dans lequel moi, je me reconnais moins. Mais je veux quand même pas qu'on fasse exprès pour tenir les gens dans une tension perpétuelle. J'ai l'impression des fois qu'il y a une certaine... un certain écosystème qui vise à garder là, tout le temps les gens tendus et fâchés. C'est pas ça non plus le débat pour moi. T'as pas besoin d'être tout le temps fâché et d'avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose dans la vie. On peut débattre puis dire, je pense que ça, c'est pas la bonne voie, c'est pas la chose à faire. Mais ça, c'est le bout qui m'énerve un peu plus. Mais tu vois, puis on revient un peu à ce qu'on se disait il y a 10 minutes, c'est qu'en même temps, si on faisait semblant qu'il n'y avait pas cette tension-là dans la population civile, donc on ne tenait pas à ce débat-là. Donc, là, parce que la tension existe. C'est ça. Mais quand on l'exacerbe, on la crée, là, je deviens... je décroche. Je comprends. Donc, si elle existe, il faut en être le reflet. Oui. Mais si elle n'existe pas, faut pas faire en sorte qu'elle existe. Donc, là, c'est la question de la responsabilité. Avant qu'on termine, Antonine, tu as travaillé en politique, puis on arrive là, tout près d'une élection. Il va y avoir une élection en octobre 2026, mais tu sais, j'ai l'impression que ça a un peu déjà commencé, dans la mesure où on annonce des candidats. Il y aura bientôt un premier ministre du Québec qui va être le chef de la CAQ pour la prochaine élection. Là, je veux savoir, qu'est-ce que les Québécois aiment et qu'est-ce que les Québécois n'aiment pas? Je vais préciser ma question. J'ai reçu Jean-Marc Léger il y a quelques semaines, puis il m'a dit, moi, je sonde les Québécois depuis des décennies, et c'est assez simple, finalement. Ils veulent tomber amoureux, les Québécois. Et donc, pour tomber amoureux, ça prend une certaine recette. Donc, d'où la question, qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement chez quelqu'un et qu'est-ce que jamais de la vie quelqu'un pourrait incarner et l'emporter, finalement? C'est vraiment une bonne question. Parce que tu as été conseillère, tu as conseillé notamment Jean-François Lisée en vue d'un débat, donc tu connais le pouls québécois, tu te promènes ton chien, tu parles avec les personnes âgées, tu te marches sur la Grande Allée nu-pied. Oui, puis au-delà de marcher sur Grande Allée nu-pied, j'ai quand même vraiment une expertise en communication puis en image. Je te dirais que le politicien parfait pour un Québécois, c'est le politicien du passé et le politicien du futur. Oh là là. OK? Donc, on est nostalgique de politiciens qui... ont déjà existé, avaient davantage de grandeur. Hein? On rêvait là, à l'époque. Ça, c'était un grand homme d'État. Tu sais, ça, on entend beaucoup ça. Lucien Bouchard, par exemple. C'est ça. Puis on oublie d'ailleurs que René, ces gens-là, on les haït quand ils sont au pouvoir. Quand ils s'en vont, c'est par un coup de pied dans le cul. Toujours. Puis 20 ans plus tard, tu sais, la grandeur. Jacques Parizeau. René Lévesque dans les années 80. Stephen Harper. Jean Charest. Stephen Harper. C'est un bon exemple, Stephen Harper. Tu sais, l'homme du passé... Jean Charest, par contre, j'ai pas entendu ça encore. Moi, je l'entends. Pour vrai? Oui, j'ai écrit une chronique là-dessus. La réhabilitation de Jean Charest. Écoute, quand il est parti, là, le monde... Il y avait de la nausée en y pensant, on ne pouvait pas nommer le nom. Et là, avec son travail avec les États-Unis, là, il y a quand même un petit engouement et même une petite nostalgie. Ça, c'était un politicien qui écoutait, il était proche de son caucus, on entend tout ça. Donc, on est nostalgique d'un passé qui n'a jamais vraiment existé tel qu'on le présente aujourd'hui. Et on aime le politicien qu'on ne connaît pas. Parce que comme la boîte là, dans laquelle il y avait le mouton, là, dans Le Petit Prince, dessine-moi un mouton. Oui. À un moment donné, le pilote d'avion dessine une boîte puis dit, tiens, regarde, le mouton que tu veux est dans la boîte. C'est la boîte à surprise en politique. Donc, quand quelqu'un arrive ou son nom circule, là, les gens, ils ont le goût de l'aimer, là, la personne. Puis là, quand la personne est connue de plus en plus, puis la politique, c'est pas beau à tous les jours, c'est des affaires plates à gérer, des insatisfactions, il va y avoir un scandale, il va y avoir... Là, la cote d'amour, elle descend. Je trouve qu'on est un peu... En fait, Jean-Marc a raison, on veut tomber en amour. J'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus rationnel dans notre choix de politiciens, qu'on soit moins dans « je rêve à quelque chose que je sais pas c'est qui, mais ça doit être bon, ça », puis il a l'air gentil, là, Jack Layton, il a l'air d'un bon gars, tu sais.
Et puis d'idéaliser des politiciens du passé qui, quand tu te penches un peu sur leur histoire, tu sais, s'il y avait du beau, puis il y avait du moins beau, puis il y avait des qualités, puis il y avait des défauts, je pense qu'on ferait des meilleurs choix. Puis je te dis pas que, tu sais, c'est pas une critique envers De toute façon, les chefs de parti. Le choix n'est pas encore fait, de toute façon. Le choix n'est pas encore fait. Mais j'aimerais qu'on axe beaucoup plus sur la compétence que sur des choses complètement intangibles et irrationnelles. On est beaucoup sur l'émotion, tu sais, puis même, là, on parle de politique, mais c'est comme ça dans les gens, dans l'espace public. Les gens vont connecter avec une authenticité, c'est très intangible. Les Québécois ont besoin de sentir de la sincérité. Donc, ils ont, même si ils sont sensibles à la nouveauté et à l'inconnu, ils ont un bullshit au maître aiguisé. Oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, à partir du moment qu'on accepte l'idée qu'on aime tomber amoureux, on peut pas non plus après dire on est trop émotif, parce que c'est la définition de tomber amoureux, c'est de laisser place à l'émotion. Oui. Mais j'aimerais ça des fois qu'on choisisse un premier ministre ou un chef davantage comme on choisirait un employé qu'on passe en entrevue. Ouais. Plutôt que quelqu'un avec qui on tomberait en amour, tu sais. Mais il y a plein d'affaires, moi, j'ai de la difficulté à suivre. Par exemple, François Legault, on a salué le fait qu'il était chaleureux, qu'il avait un côté paternel, pas paternaliste, paternel. Tu sais, on avait l'impression qu'on était en sécurité avec lui. Évidemment, la COVID a aidé. Et là, ensuite, je me rappelle qu'on a élu un genre de Philippe Couillard, qui, dans mon souvenir, n'était pas extrêmement chaleureux. Très froid. Très froid. Mais c'était le bon docteur, hein. Faut pas, tu sais... Ça a une certaine autorité qui est différente. M. Legault, c'était une autorité plus paternelle, plus, tu sais, même un peu des fois mon oncle, tu sais, sympathique. Puis M. Couillard, c'était rassurant avec une autorité un peu au-dessus de nous, là, tu sais. Mais quand même, je trouve qu'il y a des parallèles à faire. OK. Bien, est-ce que tu penses qu'on serait capable de prendre tous les anciens premiers ministres, puis on ne fera pas l'exercice, là, puis qu'on trouverait ça? C'est-tu un ingrédient absolument nécessaire, ça? Là, tu tombes dans un de mes sujets préférés. Les ingrédients essentiels pour devenir chef d'un parti et peut-être éventuellement premier ministre. Je ne les analyserai pas tous, mais pour moi, il y a 3 ingrédients essentiels. Premièrement, puis en politique, tu n'as pas le choix, il faut que tu sois capable de bien communiquer les choses. Donc, là, ça a l'air d'être basique, mais c'est parce que si tu as les meilleures idées du monde, tu as les meilleures intentions du monde, puis que tu n'es pas capable de bien communiquer. Tu sais, on a vu comment Pablo Rodriguez a géré sa crise. Ça aurait été 2 fois moins pire s'il était capable de faire une conférence de presse dans le sens du monde. Là, tu sais, c'était pénible à regarder. Fait que tu as besoin de bien communiquer. La deuxième des choses, on a besoin, là, c'est plus intangible déjà, on a besoin de sentir pourquoi tu es en politique. Tu peux t'en sortir sans cet élément-là, mais tu ne vas jamais être dans le cœur des Québécois si on ne sent pas que tu as une motivation qui est un petit peu plus grande que toi. Je te vais donner deux exemples. Simon-Jolin Barrette a ses défauts, certes, mais je le sais pourquoi il est en politique. Il y a un fil conducteur, c'est un réformateur, il y a des accomplissements derrière la cravate. Il est en politique pour une raison et les gens sont capables de le reconnaître. Même quand tu n'aimes pas trop la personnalité, généralement, il va avoir un respect pour ça. Il y a d'autres politiciens que je ne sais pas trop pourquoi sont là. Surtout, 2022 pour la CAQ, là, c'était garanti, tu gagnais. Là, c'était le pouvoir assuré. Ça a tendance à amener des gens qu'on ne sait pas trop pourquoi sont en politique aussi, sans nommer de nom. Et le troisième ingrédient, c'est... là, c'est vraiment le plus intangible, c'est d'être aimable. Oh. OK? Mais au sens large du terme. Et ça, c'est plus difficile à faire que... OK? Donc, ça veut dire, être aimable, là, t'aimes le monde. OK? Puis... T'embrasses des bébés, là. Bien, t'aimes le monde, ça t'intéresse les autres. Puis t'es aimable, puis t'as une personnalité que les gens disent « Ah ouais, OK, oui. » Monsieur Legault, là, les gens sont tannés de le voir. Très bien, c'est le cycle politique normal. Moi, je pense que ça va être un des politiciens, ancien premier ministre, à moins qu'il se mette à faire là, la belle-mère puis d'être désagréable, un des anciens premiers ministres les plus appréciés dans quelques années. Monsieur Legault, quand il parle, les gens ont l'impression... C'est quelqu'un comme nous. Il a l'air sincère. Tu sais, même des fois, il était trop sincère, M. Legault. Là, tu sais, si tu poses la même question 5 fois à M. Legault dans un point de presse, il va te dire la vraie affaire. Là. Il s'est excusé des fois. Ben oui, il a même dit « Je me suis trompé. On a changé d'opinion. » Mais tu sais, quand M. Legault a dit « Bon, là, il va falloir laisser brûler Clova, là, tu sais, pendant les feux de forêt. » C'est comme ça. C'est pas t'as pas l'impression qu'il cache là, des choses. Il a cette aimabilité-là. Tu peux l'aimer. Puis là, c'est là que ça rejoint un peu ce que tu disais à propos de l'analyse de Jean-Marc Léger. Puis le dernier élément, puis c'est souvent celui qui est le plus négligé, c'est d'avoir
faut que tu aies des alliés. Pour te rendre au poste de chef, il faut que tu aies des alliés. Puis il y a pas mal de gens qui vont en politique puis qui sont des loups solitaires un peu, là, puis qui négligent beaucoup cet aspect-là. Puis ça arrive des fois qu'un loup solitaire se retrouve chef, mais vite, ça devient difficile. Il faut que tu entretiennes. Jean Charest, par exemple, c'était le pro là-dedans. Il prenait des nouvelles de tout le monde, il se rappelait des noms de tout le monde. Il était... Dans tous les exécutifs de comté, oui, partout. Puis tu avais beau être un petit député inconnu ou le ministre des Finances, il te démontrait de l'égard. Donc, tu as besoin de tous ces ingrédients-là pour te rendre à ce poste-là. Et je te dirais que celui qui pèse le plus lourd dans la balance, à mon avis, c'est vraiment cette authenticité-là. Parce que au Québec, c'est... moi, je donne des formations en communication, en prise de parole. J'aide des gens à préparer des discours, des panels, etc. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément dans notre culture non plus. Tantôt, on a peur de la chicane. L'autre élément que j'aimerais qu'on améliore, c'est d'avoir le goût de bien s'exprimer. Okay? On n'a pas cette tradition, comme on peut voir en France, en Angleterre, aux États-Unis, de la rhétorique, d'apprendre à faire des discours, d'avoir des clubs de pratique de discours, les Toastmasters que tu peux avoir dans un milieu de travail où est-ce qu'on se pratique ensemble à faire des bonnes présentations puis des bons discours, etc. Puis, on n'a pas ces grands tribuns là, dans l'espace public en politique. Moi, il y a une question que j'aime poser aux gens que je forme, c'est peux-tu me nommer un communicateur, une communicatrice, un orateur, une oratrice que tu trouves, là, wow, là, ça, c'est vraiment un bon orateur, qui fait des bons discours. Premièrement, les gens sont très embêtés. Ils cherchent. Les noms qui ressortent le plus souvent, d'après toi, mettons que tu devais te prononcer. Eh boy, mais je sais pas si ça va... Bourgault, c'était un vieux... Oui, ça vient. Ça vient? Mais c'est les gens plus cultivés, plus politisés vont répondre un Bourgault. Oui, ça peut arriver. Donc, mettons... Je sais pas. C'est des grands orateurs québécois, là. Ah, mais moi, je peux t'en nommer, mais là, j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui est moins politisé. Ouais. C'est quoi les noms qui sortent? Écoute, Lucien Bouchard, c'est probablement le nom qui revient le plus souvent. Mais sinon, on va me nommer Barack Obama. OK, donc on s'en... Oui. Des présidents français. Tu sais, on n'a pas énormément de modèles. C'est pas très intégré là, dans notre culture. Puis, tantôt, je te parlais qu'on n'est pas super éduqués sur le débat, mais sur faire des tribunes publiques, je trouve que c'est une autre faiblesse qu'on a. Puis, c'est comme si on voulait... Puis j'ai l'impression des fois qu'on se dit faut pas là, être trop grandiloquent. Là, les Québécois n'aiment pas ça. Je suis d'accord, il faut que ça soit accessible. Mais je trouve qu'on se force pas. Mais c'est surtout que des fois, je trouve que, je sais pas pour toi, là, mais moi, des fois, à Noël, c'est le moment où on est tous réunis. Puis il y a des années où on s'est moins vus. Ouais. Ou en tout cas, on s'est pas vu si souvent que ça. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive avec un sujet plus corsé. Puis là, il y a quelqu'un assez rapidement qui se lève pour dire « c'est Noël ». Mais moi, j'ai toujours envie de répondre « Mais on s'est pas vu de l'année ». Fait que, tu sais, oui, d'accord, mais là, on est là tout ensemble. Fait qu'en fait, il n'y en a pas de bon moment pour parler de ces choses-là. C'est le meilleur moment, en fait, c'est quand on est en personne, plutôt que d'aller là, sur Twitter. Ouais, évidemment, on exclut les gros débats qui déchirent l'aide médicale à mourir à Noël, d'accord, peut-être pas le bon moment. C'est juste un peu lourd. C'est un peu lourd, mais mettons, on parlait de l'élection à venir. T'sais. Mais là, tu me parles de débat, mais mettons, à Noël, est-ce que chez vous ou dans d'autres familles que tu as vues, il y a quelqu'un qui va se lever pour faire un toast? Okay? Puis dire... Je suis vraiment content qu'on soit réunis ce soir, puis il s'est passé ça cette année, puis on est passé à travers comme famille, puis on fait pas beaucoup ça non plus. Même que quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, puis on dit veux-tu faire un discours? Jamais. La personne, non, c'est comme une punition, mais ça s'est perdu, effectivement, puis je pense pas que ça a toujours été le cas. Peut-être aussi que l'âge politique québécois ne nous convoque pas encore. Peut-être. On manque peut-être de cette maturité-là. Non, mais c'est juste que ça va revenir. S'il y a une campagne référendaire, là, il va tous falloir se brancher. Ouais. Tout le monde va devoir se renseigner un minimum. Il y a bien des gens qui vont y prendre goût. Là, peut-être que finalement, les soupers de famille, là, ça va être intense. Ça va être un peu plus intense. Mais, mettons, je mets de côté le débat. J'aimerais que dans notre niveau de maturité de notre société maintenant et politique, j'aimerais qu'on montre aussi notre niveau en termes de discours. Tu sais, je vois des... C'est sûr, moi, je suis difficile, là, mais tu sais, je vais voir des conférences de chefs d'entreprise ou de politiciens, puis je trouve que les discours sont souvent à poche. C'est très provincial.
ça manque un peu d'envergure. Puis ça veut pas dire d'être compliqué, hein? Mais je trouve que notre classe politique, notre démocratie gagnerait à ce qu'on se force un peu plus pour avoir des discours qui sont un peu plus inspirants. Puis, tu sais, on dit, tu sais, je dis à la blague, oh, avant, on rêvait. Là. Puis, tu sais, la nostalgie, moi, c'est pas un sentiment que j'aime beaucoup de manière générale. Mais c'est vrai que si on veut intéresser aussi les gens à la politique, faut qu'il y ait quelque chose d'attrayant, puis que les discours politiques viennent chercher une fibre, parce que les décisions des gens les plus importantes de leur vie sont quand même émotives à la fin de la journée. Oui. Puis, il faut que tu ailles les chercher dans cette fibre-là si tu veux que ça les intéresse, la politique. Donc, moi, ça serait un de mes souhaits. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre société? S'améliorer sur le débat, mais aussi avoir le goût d'avoir de la communication politique qui est plus inspirante, un petit peu moins à ras les pâquerettes tout le temps. Bien, puis quand je te dis que c'est en nous, quelque part enfoui, c'est le mot d'Anne Hébert qui a déjà écrit dans un livre. Dans ce monde tranquille, nous avons reçu la passion du monde. Donc, ça existe en nous, il faut juste le réhabiliter. J'aimerais essayer, à la fille de Québec, je vais dire que l'indépendance, ça va nous donner un coup de pied dans le cul collectivement. Tu lâches pas ton lâche image. Pas mon morceau. Probablement. Puis Ouais. tu as raison, parce que c'est un projet, c'est un vrai projet de société. C'est le projet ultime de société. Donc, effectivement, ça porte plus à aller chercher cette fibre-là que de parler de route, puis d'autobus, puis De nid de poule, tiens. de nid de poule. Ça, c'est le fun, Ce qui est quand ça. même tannant, pogner un nid de poule. Je suis d'accord. C'est important aussi. On est d'accord. Merci beaucoup, Anthony Merci à toi. Iaccarini. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez simplement nous regarder, commenter, envoyer les vidéos à vos amis pour nous faire une belle publicité. Si vous voulez accéder aux épisodes d'avance, on a 2 façons d'y parvenir qu'on vous offre. Patreon, le lien est dans la description, ça vous offre seulement la version audio. Sinon, il y a YouTube. Là, vous allez pouvoir regarder les épisodes d'avance. Descendez, vous allez voir se joindre, vous pesez là-dessus. Ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité. Il y a également du contenu exclusif qui vous est offert pendant 3 mois. Et une fois de temps en temps, on fait des épisodes devant public. À mardi prochain. Merci.